Ce soir-là, en poussant la porte de la cuisine de ce restaurant, j'ai vu quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais voir. Ma fille, ma petite Emeline, cachée derrière les poubelles, accroupie dans l'ombre, mangeant les restes des assiettes sales. Ses mains tremblaient, ses joues étaient creuses. Elle pleurait sans bruit, comme si pleurer était devenu une habitude qu'elle cachait même d'elle-même. Je suis restée figée. Le bruit des casseroles, les rires de la salle, tout s'est effacé. Je ne voyais plus qu'elle, mon enfant, réduite à ça. Quand elle a levé les yeux et qu'elle m'a vue, elle a lâché l'assiette. Elle a murmuré « Maman ». Pas un appel à l'aide, juste un mot, lourd de honte. J'ai avancé vers elle. Je l'ai relevée. Ses bras étaient si maigres. Comment n'avais-je rien vu plus tôt? Non, ce n'est pas vrai. J'avais vu, j'avais senti, mais j'avais attendu. Parce qu'il faut des preuves, parce qu'il faut un plan, parce qu'on ne sauve personne en criant. On sauve en agissant au bon moment. Et ce soir-là, j'ai compris que le moment était venu. Je m'appelle Floriane Desmarais. J'ai 60 ans. J'ai été notaire pendant 35 ans. J'ai appris à lire les silences, à reconnaître les mensonges, à protéger ce qui doit l'être. Mais rien ne m'avait préparé à voir ma propre fille détruite sous mes yeux. Jérôme est entré dans la cuisine à ce moment-là, grand, sûr de lui, souriant comme toujours. « Floriane, quelle surprise !»« Vous venez dîner ?» J'ai regardé Emeline. Elle s'est raidie. Elle a baissé les yeux. J'ai regardé Jérôme. Et j'ai dit, calmement, « Pourquoi ma fille mange-t-elle des restes dans ta cuisine ?» Le sourire ne s'est pas effacé. Il a haussé les épaules. « Elle grignote toujours. Vous la connaissez. » « Elle ne grignote pas, Jérôme. Elle se cache. » Il a ri. Un rire léger, presque amusé. Puis il a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Cette idiote ne mérite que ça. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'ai pris la main d'Emeline. Elle tremblait. « Viens, » j'ai dit. Elle n'a pas bougé. « Emeline, viens avec moi, maintenant. » Elle a levé les yeux vers Jérôme, comme pour demander la permission. Ça, c'est ce qui m'a brisé. Pas les mots, pas les restes, pas même les larmes. Ce regard, ce besoin d'approbation pour partir avec sa propre mère. J'ai serré sa main plus fort et je l'ai emmené. Jérôme n'a rien dit. Il est retourné en salle, souriant, saluant ses clients, comme si de rien n'était. Dans la voiture, Emeline n'a pas parlé. Elle fixait ses mains. Je voyais ses épaules trembler. J'ai démarré. J'ai roulé en silence jusqu'à un petit parc près de la Seine. Je me suis garé. J'ai coupé le moteur. Et là, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Une voix grave a répondu. « Floriane ? Oui, c'est moi. Tout va bien ?» J'ai regardé Emeline. Elle pleurait maintenant, sans retenue, les mains sur le visage. « Non, » j'ai dit, « mais ça va aller, parce que j'ai besoin de toi. Maintenant. » Il y a eu un silence. Puis il a dit « Dis-moi tout. » Et j'ai commencé à parler. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous ? Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous ramène en arrière. Pas à ce soir terrible dans la cuisine. Non, bien avant. À l'époque où Emeline riait encore, où ses yeux brillaient, où elle était cette jeune femme pleine de vie que j'avais élevée seule après la mort de son père. Emeline avait 26 ans quand elle a rencontré Jérôme. Moi, j'en avais 54. Je venais de prendre ma retraite anticipée du notariat. 35 ans à rédiger des contrats, à protéger des patrimoines, à anticiper les conflits. J'avais appris une chose essentielle dans ce métier. Les gens montrent rarement qui ils sont vraiment au début. Ils montrent ce qu'ils veulent que vous voyiez. Et Jérôme était un expert en cela. C'était un samedi après-midi, au mois de mai. Je m'en souviens parce que les glycines étaient en fleurs dans mon jardin à Versailles. Emeline est arrivée chez moi, rayonnante, tenant la main d'un homme grand, brun, au sourire éclatant. « Maman, je te présente Jérôme. » Il m'a tendu la main avec assurance. « Enchantée, Madame Desmarais. Emeline m'a tellement parlé de vous. » Il avait 33 ans à l'époque, 7 ans de plus qu'elle. Il venait d'ouvrir son premier restaurant dans le Marais. Un petit établissement, disait-il, mais avec de grandes ambitions. Il parlait de gastronomie avec passion. De son rêve d'obtenir une étoile Michelin, de bâtir quelque chose qui durerait. J'ai aimé son discours, j'ai aimé son ambition, mais quelque chose déjà me dérangeait. La façon dont il parlait pour Emeline. Elle adore la cuisine italienne, n'est-ce pas, ma chérie? Elle n'aime pas trop le vin rouge, je lui apprends à apprécier les bons crus. Elle travaillait dans une galerie d'art, mais elle va m'aider au restaurant maintenant. C'est mieux, non? Plus stable. Emeline souriait. Elle acquiesçait.
Elle ne disait presque rien. Mais moi, j'écoutais. Et je notais. Les mois ont passé. Ils se voyaient de plus en plus. Emeline venait moins souvent me voir. Toujours une excuse. Le restaurant, les horaires. Jérôme avait besoin d'elle. Il est tellement passionné, maman. Il travaille jour et nuit. Je ne peux pas le laisser seul. Je lui disais, « Et toi, ma chérie? Tu es passionnée par quoi en ce moment ?» Elle riait, un rire un peu gêné. « Par lui, je crois. » Ce n'était pas une réponse, c'était une disparition. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Emeline avait 27 ans, Jérôme 34, moi 55. La cérémonie était belle, petite, intime, dans une jolie mairie du 6e arrondissement, suivie d'un déjeuner au restaurant de Jérôme. Il avait tout organisé. Le menu, les fleurs, les invités, même la robe d'Emeline, il l'avait conseillée. Quelque chose de sobre, tu comprends? Élégant, pas trop voyant. Elle portait une robe crème, simple, presque austère. Ce n'était pas son style. Emeline aimait les couleurs, les imprimés, les robes qui dansaient quand elle marchait. Mais ce jour-là, elle ressemblait à une poupée de porcelaine, belle, figée, silencieuse. J'ai porté un toast, j'ai dit des mots gentils, j'ai souri. Mais dans ma tête, une alarme sonnait déjà. Après le mariage, les choses ont changé plus vite encore. Emeline a quitté son emploi à la galerie. Officiellement, pour aider Jérôme à temps plein. Elle gérait les réservations, les commandes, la comptabilité. Elle travaillait 12 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est normal au début, maman. On construit notre avenir ensemble. Et ton salaire? J'ai demandé un jour. Elle a hésité. On réinvestit tout dans le restaurant. C'est à nous deux, après tout. Il y a un contrat? Un statut de co-gérante? Elle a baissé les yeux. Pas encore. Mais Jérôme dit que ce n'est qu'une formalité. J'ai senti mon sang se glacer. 35 ans de notariat, et je reconnaissais les signes. Pas de contrat, pas de protection, pas de traces, mais je n'ai rien dit. Pas encore. Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On attend, on observe, on se prépare. Les visites se sont espacées. Emeline ne venait plus à Versailles que pour les grandes occasions. Noël, mon anniversaire, toujours accompagnée de Jérôme, toujours pressée de repartir. Le service du soir, tu comprends? Elle maigrissait. Pas beaucoup. Juste assez pour que je le remarque. Ses vêtements flottaient un peu. Ses cernes s'accentuaient. Mais quand je posais la question, elle répondait toujours la même chose. « Je vais bien, maman. Je suis juste fatiguée. C'est normal. Normal. » Ce mot revenait tout le temps dans sa bouche, comme une justification automatique. Puis, il y a 2 ans, quelque chose s'est brisé. Emeline avait alors 33 ans. Jérôme, 40. Moi, 58. Elle devait venir déjeuner chez moi un dimanche, seule. Pour une fois. Jérôme était censé être à un salon gastronomique à Lyon. J'avais préparé son plat préféré, un gratin dauphinois comme je le faisais quand elle était petite. J'avais mis la table dans le jardin, acheté des fleurs. J'attendais ce moment depuis des mois. Elle a annulé 1 heure avant. Désolée, maman. Jérôme est rentré plus tôt. Il a besoin de moi au restaurant. Un problème avec un fournisseur. J'ai senti quelque chose se casser en moi. Pas de la colère. Pas encore. Juste une certitude froide, professionnelle, que j'avais déjà ressentie des centaines de fois dans mon bureau de notaire face à des femmes piégées dans des situations qu'elles ne comprenaient pas encore. Emeline était en danger. Pas un danger physique immédiat. Non. Un danger plus insidieux, plus lent, plus total. Le danger de disparaître. C'est ce jour-là, devant ce gratin refroidissant sur la table, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas attendre qu'elle s'effondre complètement. J'allais agir, mais intelligemment, patiemment, comme j'avais toujours fait, en réunissant des preuves, en préparant une sortie, en protégeant ce qui devait l'être. J'ai commencé à observer, à poser des questions innocentes, à noter les détails, les bleus sur ses bras qu'elle cachait sous des manches longues, même en été. « Je me cogne tout le temps dans la cuisine », disait-elle en riant, les repas qu'elle sautait. J'ai déjeuné au restaurant, les appels de Jérôme, constants, même quand elle était chez moi. « Où es-tu? Avec qui? Quand rentres-tu » Et elle répondait, toujours, immédiatement, comme si ne pas répondre était impensable. Un soir, je suis passé au restaurant, sans prévenir, juste pour voir. Jérôme était en salle, charmant, souriant, distribuant des poignées de main comme un homme politique. Le restaurant marchait bien, très bien même. Les critiques étaient élogieuses. Les réservations pleines pour des semaines. J'ai demandé à voir Emeline. « Elle est en cuisine », m'a dit Jérôme avec un sourire. « Mais elle est débordée? Une autre fois, peut-être ?» J'insiste.
Son sourire s'est figé une fraction de seconde. Puis, il a acquiescé. Bien sûr, suivez-moi. Il m'a guidée vers les cuisines. Bruyantes, chaudes, stressantes. Et là, j'ai vu Emeline, penchée sur un évier, lavant des casseroles, les mains rouges, les cheveux défaits. Elle portait un tablier trop grand pour elle. Elle ne m'a pas vu entrer. Elle travaillait mécaniquement, le regard vide. « Emeline !» j'ai appelé. Elle a sursauté, levé les yeux. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la peur. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Je passais. « Je voulais te voir. » Jérôme a posé sa main sur mon épaule. Ferme, presque amicale. Comme vous voyez, elle est très occupée. Mais c'est gentil d'être passé, Floriane. Il m'a raccompagnée vers la sortie. Poliment, efficacement. Et je suis partie. Mais j'avais vu, j'avais compris. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois qui ont suivi cette visite au restaurant ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de ce que je vivais, moi, mais à cause de ce que je voyais vivre ma fille, sans pouvoir intervenir directement. Parce que c'est ça, le piège de l'emprise. On ne peut pas simplement tirer quelqu'un hors de l'eau s'il ne veut pas nager. On peut juste rester sur le bord, prêt, vigilant, en attendant le bon moment. Et moi, j'attendais. Mais je préparais aussi. Nous étions en octobre, il y a 2 ans. Emeline venait d'avoir 33 ans. Un anniversaire que nous n'avions pas fêté ensemble. Jérôme avait organisé une soirée au restaurant. Entre professionnels, avait-il dit. Les clients importants, tu comprends. Je n'étais pas invitée. Enfin, si, officiellement. Mais à 23 heures, après le service, pour le dessert, je n'y suis pas allée. À la place, j'ai envoyé un cadeau, un carnet relié en cuir avec des pages vierges. Le genre de carnet qu'Emeline adorait quand elle était adolescente. Elle y écrivait tout, ses rêves, ses peurs, ses espoirs. J'ai glissé un mot à l'intérieur. Ma chérie, parfois il faut écrire ce qu'on n'ose pas dire. Je serai toujours là pour te lire. Maman. Elle ne m'a jamais dit si elle l'avait reçu. Elle ne m'a jamais dit si elle avait écrit dedans. Mais moi, j'avais planté une graine. À cette époque, j'avais déjà commencé mon travail d'investigation. Discrètement, méthodiquement. Comme j'aurais monté un dossier au notariat. J'avais consulté le registre du commerce. Le restaurant était enregistré uniquement au nom de Jérôme. Pas de statut d'associé pour Emeline. Pas de contrat de travail déclaré. Rien. Elle travaillait 6 jours sur 7, 12 heures par jour, sans salaire officiel, sans protection sociale, sans rien qui prouve qu'elle existait dans cette entreprise qu'elle aidait à bâtir. Légalement, elle était invisible. J'avais aussi appelé quelques anciens collègues, des avocats spécialisés en droit de la famille, en violence conjugale, pour comprendre les mécanismes, les procédures, ce qu'il faudrait comme preuve. Des témoignages, m'avait dit l'une d'elles, des photos, des messages, des traces bancaires, tout ce qui peut documenter l'emprise. Et si elle nie, si elle défend son mari, elles le font toutes au début, Floriane. C'est le syndrome de Stockholm domestique. Mais toi, tu continues à documenter, parce qu'un jour, elle sera prête. Et ce jour-là, il faudra que tu aies tout. Alors j'ai documenté. En novembre, Emeline a eu un malaise au restaurant. Jérôme m'a appelé pour une fois. « Floriane, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, mais Emeline est à l'hôpital. Rien de grave, une grosse fatigue. Ils veulent la garder en observation quelques heures. » J'étais dans ma voiture en moins de 5 minutes. L'hôpital Cochin, service des urgences. J'ai trouvé Emeline dans un box, allongée sur un lit étroit, une perfusion dans le bras. Elle était pâle, tellement pâle. « Maman, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne sais pas. J'étais en cuisine, et tout est devenu noir. Jérôme était debout à côté d'elle, les bras croisés, l'air soucieux. Le mari, parfait. « Elle ne mange pas assez », a-t-il dit. Je lui répète tout le temps, mais elle est têtue. Emeline a baissé les yeux. C'est vrai, je saute des repas. Avec le rythme du restaurant, les médecins ont dit quoi? J'ai demandé. Fatigue, hypoglycémie, anémie légère, rien de grave. Elle peut sortir ce soir. Elle vient avec moi. Jérôme a souri. Ce sourire doux, compréhensif, que je commençais à détester. C'est gentil, Floriane, mais elle sera mieux à la maison. J'ai déjà prévenu le restaurant, je ne travaille pas ce soir. Je vais m'occuper d'elle. J'ai regardé Emeline. Elle a acquiescé. Ça ira, maman. Jérôme a raison. Je préfère rentrer. Tu es sûre? Oui. Elle n'était pas sûre. Je le voyais dans ses yeux. Mais elle disait ce qu'il fallait dire. Je suis partie. Mais avant, j'ai pris une photo du bracelet d'hôpital au poignet d'Emeline. Discrètement. Avec mon téléphone, date,
Heure, diagnostic, document numéro 1. Décembre est arrivé. Les fêtes approchaient. J'espérais qu'Emeline viendrait passer Noël avec moi. Seule ou avec Jérôme, peu importait. Je voulais juste la voir. Elle m'a appelé le 20 décembre. « Maman, je suis désolée. On ne pourra pas venir pour Noël. Le restaurant est complet jusqu'au Nouvel An. On ne peut pas fermer. Vous pourriez fermer le 25, une journée. » Jérôme dit que c'est justement ce jour-là qu'on fait le plus de chiffres. Les gens veulent sortir. Ça serait dommage de perdre Emeline. Silence. Quoi, maman? Est-ce que tu es heureuse? Un long, très long silence. Puis, d'une voix toute petite, je suis fatiguée. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il faut que je te laisse. Le service commence dans 1 heure. Elle a raccroché. J'ai passé Noël seule, devant la cheminée, avec un verre de vin rouge et une photo d'Emeline enfant, riant dans le jardin. J'ai pleuré ce soir-là, longtemps, pas de tristesse, de rage froide, parce que je savais ce qui se passait, et je savais que je ne pouvais rien faire tant qu'elle ne serait pas prête. Janvier a apporté un froid glacial sur Paris, et avec lui, une nouvelle escalade. Emeline est venue me voir un dimanche après-midi, sans prévenir, seule. Elle a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Elle avait maigri encore, ses pommettes saillaient, ses yeux étaient cernés, enfoncés. Elle portait un pull à col roulé, un jean trop large, et elle tremblait. « Ma chérie, je peux entrer ?» Bien sûr. Elle est entrée. Elle s'est assise sur le canapé, les mains serrées l'une contre l'autre. Elle ne me regardait pas. Jérôme ne sait pas que je suis là. Il croit que je suis chez le médecin. « Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu venais me voir ?»« Parce qu'il n'aime pas que je vienne sans lui. Il dit que tu me montes la tête contre lui. » « Et c'est vrai ?» Elle a levé les yeux. Des larmes coulaient. « Je ne sais plus, maman. Je ne sais plus ce qui est vrai. » Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris sa main. Elle était glacée. « Raconte-moi. » Il n'y a rien à raconter. Juste, je suis épuisée. Tout le temps. Je dors mal. Je mange mal. Je travaille trop. Mais c'est normal, non? On construit quelque chose. Tous les couples passent par là. Tous les couples ne laissent pas l'un des deux disparaître, Emeline. Je ne disparais pas. Alors pourquoi tu es ici, en cachette, en tremblant? Elle a retiré sa main. Elle s'est levée. J'aurais pas dû venir. Emeline. Non, maman, tu ne comprends pas. Jérôme est quelqu'un de bien. Il travaille dur. Il m'aime. C'est juste difficile en ce moment. Mais ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? La pression, le stress, les dettes. Quelle dette? Elle s'est figée. Rien. Oublie. Emeline. Quelle dette? Le restaurant. On a investi. Beaucoup. Pour la rénovation. Les équipements. Jérôme dit que c'est normal. Que ça va rentrer. Mais en attendant, on a des crédits. Des fournisseurs à payer. C'est tendu. Voilà. C'est pour ça que je suis fatiguée. Parce que je m'inquiète. J'ai senti mon sang se glacer. Ces dettes sont à ton nom aussi? Je ne sais pas. Jérôme gère tout ça. Emeline, est-ce que tu as signé des papiers? Des garanties? Des cautions? Peut-être. Je ne sais plus. Il me les donnait à signer. Je signais. C'est normal, non? On est mariés. J'ai fermé les yeux. 35 ans de notariat. Et j'entendais les mêmes mots que j'avais entendus des centaines de fois. Je ne sais plus. Il gérait tout. J'ai signé. Les femmes dépouillées. Les femmes piégées. Les femmes qui découvraient, trop tard, qu'elles avaient garanti des dettes qu'elles ne pouvaient pas payer. Emeline, écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi. Tu ne vas rien dire à Jérôme. Mais demain, tu vas aller à ta banque. Tu demandes un relevé complet. Tous les comptes. Toutes les opérations. Pourquoi? Parce que tu as le droit de savoir. Jérôme va être furieux. Il n'a pas à savoir. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas faire ça. C'est de la méfiance. C'est de la prudence. C'est pareil. Non, ma chérie, ce n'est pas pareil. Elle est partie 10 minutes plus tard, sans avoir bu le thé que je lui avais préparé, sans m'avoir embrassé. En partant, elle s'est retournée sur le pas de la porte. « Maman, tu ne diras rien à Jérôme, hein? Pour ma visite? Jamais. Merci. » Et elle est partie. Elle n'est jamais allée à la banque. Je le sais parce que, 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un message. « Pardon pour l'autre jour. J'étais stressée. Tout va bien maintenant. Jérôme et moi, on a discuté. On va mieux. Bisous. Tout va bien. » Ces 3 mots. Les plus dangereux du monde. Février, mars, avril. Les mois ont passé comme dans un brouillard. Emeline ne venait plus, ne répondait presque plus au téléphone. Quand je l'appelais, elle était toujours au restaurant, en cuisine, avec un client. Ça tombe mal. Jérôme, lui, m'envoyait parfois des photos.
Emeline souriante derrière le comptoir. Emeline en train de dresser une assiette. Emeline avec l'équipe, après le service. Des photos parfaites, mises en scène, contrôlées. Et moi, je les regardais, et je voyais ce que personne d'autre ne voyait. Le sourire qui n'atteignait pas les yeux, les mains qui serraient le comptoir un peu trop fort, le regard vide, absent, perdu. En mai, j'ai pris une décision. J'ai contacté un ancien collègue, Maître Arnaud Leclerc, 62 ans, avocat spécialisé en droit pénal et en violence conjugale. Un homme brillant, implacable, que j'avais aidé il y a 15 ans dans une affaire complexe de succession. Il me devait un service, un gros service. À l'époque, sa mère était en train de se faire déposséder de ses biens par un fils indigne. J'avais monté le dossier, bénévolement, en urgence. J'avais sauvé son patrimoine et sa dignité. Arnaud m'avait dit, ce jour-là, « Floriane, si un jour vous avez besoin de moi, n'importe quand, n'importe quoi, appelez-moi. » Ce jour était venu. Je l'ai appelé un mardi matin. « Arnaud, c'est Floriane Desmarais. »« Floriane, quelle joie de vous entendre. Ça fait combien? 2 ans? 3? 5? Mon Dieu, le temps file. Comment allez-vous? Pas bien, j'ai besoin de vous. » Le ton a changé immédiatement. « Dites-moi tout. » Et je lui ai tout dit. Emeline, Jérôme, le restaurant, l'emprise, les dettes, la disparition progressive, les signaux d'alarme. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit « Vous avez des preuves? » « Pas encore, pas assez. Il faut des preuves, Floriane, solides, documentées. Sinon, elle retournera chez lui. Et ça sera pire. Je sais. Vous voulez que je fasse quoi? Préparer un dossier, une procédure complète, divorce, mesures de protection, saisie conservatoire si nécessaire, tout. Mais attendez mon signal. Quel signal? Le jour où je vous appellerai et où je dirai « c'est maintenant ». Silence. Puis « d'accord, je serai prêt. Merci Arnaud. Ne me remerciez pas. Vous m'avez sauvé ma mère. C'est un honneur de vous aider. » J'ai raccroché. Le piège était en place. Il ne manquait plus qu'une chose, le bon moment. Et ce moment est venu 6 mois plus tard, un soir d'octobre. Emeline avait alors 35 ans. Jérôme, 42. Moi, 60. J'avais décidé de passer au restaurant sans prévenir. Juste pour voir, pour sentir. Le service du soir battait son plein. La salle était bondée. Jérôme circulait entre les tables, charmeur, attentif, parfait. « Floriane, quelle surprise. Bonsoir Jérôme. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais venir goûter ta fameuse blanquette. Vous tombez mal, on est complet. Mais attendez, je vais vous trouver une place. Ce n'est pas grave. Je voulais surtout voir Emeline. Elle est en cuisine, très occupée. Justement, je ne la vois jamais. Même en cuisine, ça me va. » Il a hésité, une fraction de seconde. Puis il a souri. « Bien sûr, suivez-moi. » Et c'est là que j'ai vu, la scène que j'ai décrite au tout début. Emeline, cachée derrière les poubelles, accroupie, mangeant les restes des assiettes sales. Le choc a été total, pas parce que je ne savais pas qu'elle souffrait, mais parce que je réalisais à quel point j'avais sous-estimé la gravité. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Après cette scène dans la cuisine, tout a basculé. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais quelque chose s'est déchiré en moi. Une membrane fragile qui me permettait encore de croire que je pouvais attendre, observer, préparer tranquillement. Non, le temps de la préparation était terminé. Le temps de l'action était venu. Dans la voiture, ce soir-là, Emeline n'a pas dit un mot pendant les 10 premières minutes. Elle fixait ses mains abîmées, rouges, gercées, des mains qui ne ressemblaient plus aux siennes. Je conduisais en silence, je cherchais les mots, mais il n'y avait pas de mots pour ce que je venais de voir. Finalement, c'est elle qui a parlé. « Je sais ce que tu penses. »« Ah oui? Tu penses que je suis pathétique ?» J'ai serré le volant. « Je pense que tu souffres. Ce n'est pas la même chose. Je ne souffre pas. » « Emeline, arrête, s'il te plaît. Ne commence pas. Commencer quoi? À te dire la vérité? À me juger. Je ne te juge pas. Je te regarde. Et ce que je vois me terrifie. » Elle a tourné la tête vers la vitre. Les lumières de Paris défilaient. On traversait le pont de la Concorde. La Seine brillait en contrebas, noire et silencieuse. « Tu ne comprends pas, maman. Alors explique-moi. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi? » « Parce que tu vas dire que c'est de ma faute. » J'ai freiné. Trop brusquement. Une voiture derrière moi a klaxonné. Je me suis garé sur le côté. J'ai coupé le moteur. Je me suis tourné vers elle. « Écoute-moi bien. Rien de ce qui t'arrive n'est de ta faute. Tu m'entends? Rien. » Elle a secoué la tête. « Si,
J'aurais dû être plus forte, plus intelligente, moins naïve. Tu n'es pas naïve, tu es sous emprise. Arrête avec tes mots de notaire. Ce ne sont pas des mots de notaire, ce sont des faits. Tu ne sais rien. Alors dis-moi. Silence. Puis, tout doucement, elle a commencé à parler. Ça a commencé il y a 3 ans. 3 ans. Emeline avait alors 32 ans. Jérôme, 39, moi, 57. Le restaurant marchait bien, très bien même. On avait de bonnes critiques. Les réservations étaient pleines. Jérôme parlait d'ouvrir un 2e établissement. Quelque chose de plus grand, de plus ambitieux. Et il a dit qu'on avait besoin d'investir. Beaucoup, pour avoir les bons équipements, les bons fournisseurs, la bonne image. Il a dit que c'était maintenant ou jamais. Vous avez emprunté. Oui. Combien? Elle a hésité. 300 000 €. J'ai senti mon estomac se nouer. Emeline, je sais. Tu as signé la caution? Oui. Tu as lu le contrat avant de signer? Silence. Emeline. Jérôme a dit que c'était juste une formalité, que la banque voulait les 2 signatures parce qu'on était mariés, que ça ne changeait rien. Ça change tout. Je sais. Maintenant, je sais. Et le 2e restaurant? Il n'a jamais ouvert. Pourquoi? Parce que l'argent, il a disparu. Comment ça, disparu? Je ne sais pas. Jérôme dit qu'il y a eu des imprévus, des travaux plus chers que prévus, des fournisseurs malhonnêtes, des retards. Il dit que c'est normal, que c'est le risque de l'entrepreneuriat. Et toi, tu l'as cru. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? C'est mon mari. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Continue. Les remboursements ont commencé. 3 000 € par mois. Au début, ça allait. Le restaurant générait assez. Mais ensuite, la clientèle a baissé. Jérôme dit que c'est à cause de la concurrence, de la crise, des gens qui ne sortent plus, ou à cause de sa gestion. Peut-être, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a commencé à avoir du mal à payer. Les fournisseurs, les salaires, les crédits. Et Jérôme a fait quoi? Il a dit qu'il fallait réduire les coûts. Alors on a renvoyé du personnel. Et toi, tu as pris leur place. Oui, sans salaire. On se verse un salaire symbolique, 500 € par mois, pour la sécu. Mais le reste, tout est réinvesti. Emeline, 500 € par mois. Tu travailles 70 heures par semaine pour 500 €. C'est temporaire. Ça fait combien de temps que c'est temporaire? 2 ans. 2 ans. 2 ans de travail gratuit. 2 ans d'épuisement. 2 ans de disparition. Et ce soir, dans la cuisine, les restes, elle a baissé la tête. Jérôme dit qu'on n'a pas les moyens de gaspiller, que la nourriture coûte cher. Alors quoi? Alors on mange les restes, les assiettes invendues, les plats ratés, ce que les clients ne finissent pas. C'est logique, non? Pourquoi jeter? Emeline, tu manges dans les poubelles. Ce ne sont pas des poubelles, ce sont juste des assiettes pas finies, cachées derrière des cartons, en pleurant. Je ne pleurais pas, je t'ai vu. Silence. Puis, d'une voix cassée. Parfois, je pleure. Oui, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal partout, parce que je ne sais plus qui je suis. Mais ça va passer. Emeline, ça fait 2 ans que tu dis que ça va passer. Parce que ça va passer. Il faut juste tenir encore un peu. Jérôme a des projets, des contacts. Une chaîne de télé veut faire un reportage sur le restaurant. Si ça marche, tout va changer. Et si ça ne marche pas, ça va marcher. Donc et si ça ne marche pas? Elle m'a regardée, et pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la peur, pas la peur de Jérôme, la peur de la vérité. Si ça ne marche pas, alors je ne sais pas ce qu'on va devenir. Je l'ai ramenée chez moi cette nuit-là, pas chez elle. Chez moi. Elle n'a pas protesté. Elle était trop épuisée. Je l'ai installée dans son ancienne chambre. Les draps sentaient la lavande. J'avais gardé cette chambre intacte depuis qu'elle était partie. Ses livres d'adolescence, ses affiches, ses petits carnets. Elle s'est allongée, tout habillée, et elle a fermé les yeux. « Tu as faim ?» j'ai demandé. « Non. Emeline, quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?»« Je ne sais plus. Reste là. Je reviens. » Je suis descendue à la cuisine. J'ai préparé une soupe, simple, légère, avec des légumes frais, du bouillon de volaille, un peu de pain grillé. Quand je suis remontée, elle dormait déjà. J'ai posé le plateau sur la table de nuit, j'ai tiré la couverture sur elle, j'ai éteint la lumière, et je suis restée là, debout dans l'encadrement de la porte, à la regarder dormir, ma petite fille, mon bébé, devenue une ombre d'elle-même. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était partie. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Pardon, maman, je ne peux pas rester. Jérôme va s'inquiéter. Merci pour tout. Je t'aime. » Emeline,
La soupe était intacte. Les jours suivants ont été un cauchemar. Emmeline ne répondait plus à mes appels. Mes messages restaient sans réponse. J'ai essayé de passer au restaurant. Fermé pour travaux, disait un panneau sur la porte. J'ai appelé Jérôme. Messagerie. J'ai attendu. 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Rien. Puis, enfin, un message d'Emmeline. Tout va bien, ne t'inquiète pas. On a juste besoin de temps. Bisous. Tout va bien. Ces 3 mots. Encore. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. J'ai appelé Arnaud. Arnaud, c'est Floriane? Bonjour Floriane. Des nouvelles? Oui, j'ai besoin que vous activiez le dossier. Vous êtes sûre? Certaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. La scène dans la cuisine, la nuit chez moi, la fuite, le silence. Il a écouté. Puis il a dit « Floriane, je peux préparer les papiers. Mais tant qu'Emmeline ne dépose pas plainte, tant qu'elle ne demande pas le divorce, je ne peux rien faire officiellement. Je sais. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Préparez tout. Divorce, mesures de protection, enquête financière sur le restaurant, saisie conservatoire des comptes s'il le faut, tout. Ça va coûter cher. Je paie. Et si elle refuse de signer? Elle ne refusera pas. Pas quand le moment sera venu. Quel moment? Celui où elle n'aura plus le choix. Silence. D'accord, je m'en occupe. Mais Floriane? Oui, faites attention. Les hommes comme Jérôme, quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils deviennent dangereux. Je sais. Et vous êtes prête à prendre ce risque? Pour ma fille? Oui. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines ont passé. Novembre, puis décembre, puis janvier. J'étais maintenant en plein hiver. Emmeline avait eu 35 ans en septembre dernier. Moi, 60 en novembre. Le temps filait. Et Emmeline disparaissait de plus en plus. Mais je n'étais pas inactive. J'avais commencé à enquêter. Discrètement, méthodiquement. J'avais contacté d'anciens clients du restaurant, sous prétexte de vouloir organiser un événement. Je posais des questions innocentes. L'ambiance est toujours aussi bonne? Le chef est toujours aussi présent? Et sa femme? Elle travaille toujours avec lui? Les réponses étaient troublantes. On ne la voit plus beaucoup en salle. Elle a l'air fatiguée, la pauvre. Le chef a un sacré caractère, vous savez. On l'entend parfois crier en cuisine. Un ancien fournisseur m'a dit « Ils ont des arriérés. Plusieurs mois. J'ai dû arrêter de livrer. » Un livreur. Un jour, j'ai vu madame pleurer dans l'arrière-cuisine. J'ai demandé si elle allait bien. Elle a dit que c'était la fatigue. Mais je sais reconnaître la détresse quand je la vois. Chaque témoignage était une pièce du puzzle. Chaque détail documenté. Chaque preuve archivée. J'ai aussi consulté un détective privé. Maître Leclerc me l'avait recommandé. Un homme discret, efficace, spécialisé dans les affaires familiales. Je veux savoir tout ce qui se passe dans ce restaurant. Les horaires, les allées et venues, les clients, les fournisseurs, tout. Vous voulez des photos? Si nécessaire. Mais surtout, je veux des faits. Des preuves que ma fille est exploitée, maltraitée. Ça peut prendre du temps. J'ai du temps. Et de l'argent. J'ai de l'argent. Il a hoché la tête. D'accord, je commence cette semaine. Pendant ce temps, j'essayais de maintenir le contact avec Emmeline. Un message par semaine, léger, sans pression. Bonjour ma chérie, juste pour te dire que je pense à toi. Bisous. Il fait froid aujourd'hui. J'espère que tu te couvres bien. J'ai vu une émission sur les restaurants parisiens. Ça m'a fait penser à toi. Parfois, elle répondait. Merci maman. Bisous. Oui, je fais attention. Ah bon? C'était bien? Des réponses courtes, polies, vides. Mais au moins, elle répondait. Un jour, fin janvier, j'ai reçu un appel du détective. Madame Desmarais? C'est Laurent? J'ai quelque chose. Quoi? Votre gendre. Il a une maîtresse. Mon sang s'est glacé. Vous êtes sûr? Certain. Je l'ai suivi plusieurs fois. Il la retrouve 2 fois par semaine dans un appartement du 10e arrondissement. Toujours les mêmes horaires. Toujours la même femme. Qui est-elle? Une ancienne serveuse du restaurant. Elle a 26 ans. Elle travaille maintenant dans un bar à vin près de Bastille. 26 ans. 9 ans de moins qu'Emmeline. Vous avez des photos? Oui. Horodatées, géolocalisées. Tout ce qu'il faut. Envoyez-les-moi. Vous voulez que je continue à le suivre? Oui. Je veux tout savoir. Quand j'ai reçu les photos, j'ai dû m'asseoir. Jérôme, souriant, tenant la main d'une jeune femme brune, entrant dans un immeuble, ressortant 2 heures plus tard. Une autre photo. Eux deux dans un café. Lui, penché vers elle, riant. Une autre, un baiser. Devant une bouche de métro. J'ai regardé ces images longtemps, et une chose était claire.
Jérôme n'aimait pas Emeline. Il ne l'avait peut-être jamais aimée. Il l'utilisait, il la contrôlait, il la détruisait. Et maintenant, il la trompait. J'aurais pu montrer ses photos à Emeline immédiatement. J'aurais pu la confronter, lui dire « Regarde, voilà qui il est vraiment ». Mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Parce que les femmes sous emprise ne quittent pas leur bourreau juste parce qu'il les trompe. Elles trouvent des excuses, elles se blâment, elles restent. Non, il fallait un moment plus fort, un moment où elles n'auraient plus le choix, un moment où la vérité serait si évidente, si écrasante, qu'elles ne pourraient plus la nier. Et ce moment, je le savais, approchait. Début février, le détective m'a rappelé. « Madame Desmarais, j'ai encore du nouveau. Je vous écoute. Le restaurant est au bord de la faillite. J'ai consulté les registres publics. Il y a 3 procédures de recouvrement en cours. Les huissiers vont débarquer d'ici 2 semaines, maximum. Et Jérôme le sait, forcément. Et Emeline? Je ne sais pas. Mais si elle a cautionné les dettes, elle a cautionné. Alors elle va tout perdre aussi. » J'ai fermé les yeux. « Merci Laurent, continuez votre surveillance. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le moment était venu. Pas dans quelques mois, pas dans quelques semaines, maintenant. Parce que dans 2 semaines, les huissiers débarqueraient. Dans 2 semaines, Emeline découvrirait qu'elle était ruinée. Et Jérôme, lui, disparaîtrait probablement avec sa maîtresse, laissant Emeline seule face aux dettes. Non, ça, je ne le permettrai pas. J'ai rappelé Arnaud. « Arnaud, c'est Floriane. Le dossier est prêt? » « Oui, tout est prêt. »« Parfait. Préparez une équipe. Huissiers, policiers si nécessaire. Mesures de protection immédiate. Floriane, vous êtes sûre? » Certaine. « Et Emeline, elle est au courant? » Non, mais elle le sera. Très bientôt. Quand voulez-vous qu'on intervienne? Attendez mon signal. Je vous rappelle dans quelques jours. D'accord, on sera prêt. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Retourner voir Emeline. Une dernière fois. Pour lui donner une dernière chance. Et si elle refusait encore, alors j'agirais. Sans elle. Pour elle. Parce que c'est ça, être mère. C'est protéger. Même quand on n'est pas invité. Même quand on n'est pas écouté. Même quand ça fait mal. Le mercredi suivant, j'ai pris ma voiture et je suis retournée au restaurant. Il était 14 heures, l'heure creuse, entre le déjeuner et le dîner, le moment où les restaurants sont vides, où le personnel prépare la soirée dans un calme relatif. J'avais appelé avant, pas Jérôme, Emeline. Elle avait décroché à la 3e sonnerie. « Maman? Bonjour ma chérie. Je peux passer te voir cet après-midi? » Hésitation. Je ne sais pas. On a beaucoup de préparation. 15 minutes. C'est tout ce que je demande. Silence. Puis, d'accord. Viens vers 14 heures. Jérôme ne sera pas là. Il a un rendez-vous avec un fournisseur. Un fournisseur. Ou sa maîtresse. Mais je n'ai rien dit. Merci, ma chérie. À tout à l'heure. Quand je suis arrivée, le restaurant était effectivement fermé. Les chaises étaient retournées sur les tables. L'odeur de javel flottait dans l'air. Quelqu'un avait nettoyé le sol. J'ai frappé à la porte vitrée. Emeline est apparue. Elle portait un tablier trop grand. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle avait encore maigri. Ses pommettes saillaient. Ses yeux étaient cernés de violet. Elle a ouvert. « Maman. Bonjour ma chérie. » On s'est embrassés. Ses joues étaient de froides. Elle sentait la friture et la fatigue. Entre. On va s'installer en salle. On s'est assise à une table près de la fenêtre. La lumière du jour entrait par les grandes vitres. Emeline a croisé les mains sur la table. Ses ongles étaient rongés, ses cuticules abîmées. « Tu voulais me parler de quoi ?» J'ai respiré profondément. « De toi, de ta vie, de ce qui se passe ici. Maman, écoute-moi, juste écoute-moi. Ensuite, tu pourras me dire ce que tu veux. » Elle a hoché la tête, résignée. « D'accord, Emeline. Ça fait 9 ans que tu es avec Jérôme. 9 ans. Tu avais 26 ans quand tu l'as rencontré. Tu étais brillante, vivante, passionnée. Tu travaillais dans une galerie que tu adorais. Tu avais des amis, des projets, des rêves. Je sais. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Et qu'est-ce qu'il te reste? » Elle a baissé les yeux. « J'ai un mari, un restaurant, une vie. Tu n'as pas de mari, Emeline. Tu as un geôlier. Ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai? Parce que c'est méchant. Ce n'est pas méchant. C'est factuel. » Elle a secoué la tête. « Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais aimé Jérôme. Depuis le début. C'est faux. Au début, je lui ai donné sa chance. J'ai voulu croire qu'il te rendrait heureuse. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, je vois une femme qui travaille 70 heures par semaine pour 500 €. Une femme qui mange des restes dans une cuisine.
Une femme qui a peur de son propre mari. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi tu trembles quand tu me parles? Elle a serré ses mains l'une contre l'autre. Elle tremblait. Effectivement. Je suis fatiguée. C'est tout. Emeline, regarde-moi. Elle a levé les yeux. Des larmes brillaient au bord de ses paupières. Quoi? Quand as-tu été heureuse pour la dernière fois? Silence. Long, pesant. Je ne sais pas. Exactement. Tu ne sais plus. Parce que ça fait tellement longtemps que tu as oublié ce que c'est. Les larmes ont débordé. Elle les a essuyées rapidement. Arrête, s'il te plaît. Non, pas cette fois. Cette fois, je ne m'arrête pas. Parce que j'ai peur, Emeline. J'ai peur que tu disparaisses complètement. Et que le jour où tu réaliseras ce qui t'arrive, il soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour te sauver. Elle s'est levée brusquement. Elle a fait quelques pas vers la fenêtre. Elle tournait le dos. Ses épaules tremblaient. Tu penses que je ne le sais pas? Tu penses que je suis aveugle? Alors pourquoi tu restes? Parce que je ne peux pas partir. Elle s'est retournée. Son visage était mouillé, sa voix cassée. Tu crois que c'est facile? Tu crois que je me réveille tous les matins en me disant « Tiens, je vais rester avec un homme qui me détruit? Alors pourquoi? Parce que je n'ai rien. Tu comprends? Rien. Pas d'argent, pas de travail, pas d'appartement. Tout est à son nom. Le restaurant, le compte en banque, même l'appartement où on vit, c'est lui qui le loue. Moi, je n'existe pas. Tu existes. Tu es juste prisonnière. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, parce qu'on peut sortir d'une prison. Elle a ri, un rire amer. Ah oui? Comment? En claquant la porte? En disant « Salut, merci pour ces 9 années d'enfer. Et après? Je vais où? Je fais quoi? Je dors où? Tu viens chez moi. Et Jérôme? Quoi, Jérôme? Il ne me laissera pas partir comme ça. Il n'a pas le choix. Tu ne le connais pas. Si, je le connais. Mieux que tu ne crois. » Elle m'a regardée, suspicieuse. « Qu'est-ce que tu veux dire? » C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la galerie. J'ai sélectionné un dossier. Les photos du détective. Jérôme et sa maîtresse. J'ai tendu le téléphone à Emeline. Regarde. Elle a pris le téléphone. Elle a regardé la première photo. Son visage s'est figé. Elle a fait défiler. 2e photo. 3e. 4e. Sa respiration s'est accélérée. C'est quoi? Des photos, prises il y a 2 semaines. Par qui? Par quelqu'un que j'ai engagé. Tu me fais suivre? Je fais suivre Jérôme. Elle a continué à faire défiler, les mains tremblantes, la photo du baiser. Elle s'est arrêtée. Qui est-ce? Une ancienne serveuse de ce restaurant. Elle a 26 ans. Il la voit 2 fois par semaine depuis 4 mois. Emeline a fermé les yeux. Le téléphone tremblait dans ses mains. Non. Si. Tu mens. Je ne mens pas. Et tu le sais. Elle a laissé tomber le téléphone sur la table. Elle a porté ses mains à son visage. Non, non, non. Emeline, tais-toi, s'il te plaît. Laisse-moi, ma chérie. Je t'ai dit de me laisser. Elle a crié. Sa voix a résonné dans la salle vide. Puis, elle s'est effondrée sur sa chaise, les mains sur le visage, secouée de sanglots. Je me suis levée, je me suis approchée d'elle. Je me suis agenouillée à côté de sa chaise. Emeline, regarde-moi. Elle a secoué la tête. S'il te plaît, regarde-moi. Lentement, elle a baissé les mains. Son visage était ravagé, rouge, gonflé. Pourquoi? Elle a murmuré. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il peut, parce que tu le laisses faire, parce qu'il sait que tu ne partiras pas. Je l'aime. Non, tu as peur de lui. Ce n'est pas la même chose, c'est la même chose. Non, ma chérie, l'amour ne fait pas peur. L'amour ne détruit pas. L'amour ne réduit pas. Elle a fermé les yeux. Je ne sais plus ce qu'est l'amour. On est restés là, toutes les deux, dans ce restaurant vide, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, Emeline a dit, d'une voix toute petite, « Il y a autre chose. » Quoi? Les dettes. Je sais. 300 000 €. Elle a levé les yeux, surprise. Tu sais? Je sais beaucoup de choses, Emeline. Alors tu sais que je suis ruinée. Pas encore. Mais ça peut arriver. Si on n'agit pas. Agir comment? En partant. En demandant le divorce, en te protégeant légalement. C'est trop tard. J'ai signé. J'ai cautionné. Si le restaurant fait faillite, ils vont tout prendre. Ma maison. Tu n'as pas de maison. Tu n'as rien à ton nom. Justement. Alors ils vont saisir quoi? Tes salaires futurs, tes biens à venir, tout ce que tu gagneras pendant les 20 prochaines années. Elle a blêmi. 20 ans. Oui. 20 ans à rembourser les erreurs de Jérôme. Sauf si tu te protèges maintenant. Comment? En déposant un dossier de divorce.
en demandant une séparation de biens rétroactive, en prouvant que tu as été abusée, manipulée, contrainte de signer sans comprendre. Mais je ne pourrai jamais prouver ça. Si, avec un bon avocat. Et j'en ai un. Elle m'a regardé longtemps. Tu as tout préparé, n'est-ce pas? Oui. Depuis quand? Depuis longtemps. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je savais que tu n'étais pas prête. Mais maintenant quoi? Maintenant, tu n'as plus le choix. Le restaurant va faire faillite dans 2 semaines maximum. Les huissiers vont débarquer. Jérôme va probablement disparaître avec sa maîtresse. Et toi, tu vas rester seule avec les dettes. Elle a fermé les yeux. Comment tu sais tout ça? J'ai mes sources. Tu me fais espionner. Je te protège. Ce n'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil. On a entendu un bruit. Une clé dans la serrure. Emeline s'est raidie immédiatement. C'est lui. Et alors? Il ne faut pas qu'il sache que tu es là. Pourquoi? S'il te plaît, maman. Pars. Non. Maman. Je ne pars pas. Pas cette fois. La porte s'est ouverte. Jérôme est entré. Il nous a vus. Son sourire s'est figé une fraction de seconde. Puis il a repris sa contenance. Floriane. Quelle surprise. Il a refermé la porte derrière lui. Il portait un blouson en cuir. Il sentait le parfum. Un parfum que je ne reconnaissais pas. Probablement celui de sa maîtresse. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce que vous faites là? Je rends visite à ma fille. À cette heure? À n'importe quelle heure. Il a regardé Emeline. Elle avait baissé les yeux. Elle tremblait. Emeline? Tout va bien? Elle n'a pas répondu. Il a froncé les sourcils. Emeline, je t'ai posé une question. Sa voix avait changé. Plus dure, plus froide. Oui, tout va bien. Alors pourquoi tu as les yeux rouges? J'ai pleuré. Pourquoi? Silence. Pourquoi? J'ai senti mon sang bouillir. Ne lui parlez pas sur ce ton. Il s'est tourné vers moi. Le masque du charmeur avait disparu. À la place, quelque chose de dur, de méprisant. Je parle à ma femme comme je veux, Floriane. Votre femme n'est pas votre propriété. Vous devriez partir. Je ne partirai pas. C'est chez moi ici. Non, c'est un lieu public, et j'ai le droit d'être là. Il a serré les mâchoires. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Quelle vérité? Que vous la détruisez, que vous l'exploitez, que vous la trompez. Le silence qui a suivi était électrique. Emeline s'est levée brusquement. « Maman, c'est vrai ?» a demandé Jérôme. Sa voix était dangereusement calme. « Tu me trompes ?» Il s'est tourné vers Emeline. « Bébé, regarde-moi. C'est vrai ?» Emeline tremblait de tout son corps. « Non. Enfin, je ne sais pas. Maman dit que... » Maman dit quoi? J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les photos. Je les ai tendues à Jérôme. Voilà ce que maman dit. Il a pris le téléphone. Il a regardé la première photo. Son visage n'a pas changé. Il a fait défiler, calmement, méthodiquement. Puis il a rendu le téléphone. Et alors? Et alors? J'ai répété incrédule. Oui, et alors? C'est une amie? Une amie que vous embrassez? Un baiser amical. Un baiser amical devant une bouche de métro? Floriane, vous délirez. Il s'est tourné vers Emeline. Tu la crois? Tu crois vraiment que je te trompe? Emeline le regardait, les yeux écarquillés, perdus. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Après tout ce qu'on a construit ensemble? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? J'ai demandé. Il m'a ignoré. Emeline, réponds-moi. Tu me crois capable de ça? Je réponds. Non. Non quoi? Non, je ne crois pas que tu me trompes. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là, parce que je voyais ce qui se passait. Le déni, la peur, le besoin désespéré de croire que tout allait bien. Jérôme a souri, un sourire triomphant. Tu vois, Floriane, votre fille me fait confiance. Contrairement à vous, elle a peur de vous. Elle m'aime. Elle est terrorisée. Assez! Il a crié. Sa voix a résonné dans tout le restaurant. Vous allez partir. Maintenant. Non. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Appelez-la. J'aimerais beaucoup leur parler. Il a serré les poings. Une veine battait sur sa tempe. Emeline, dis à ta mère de partir. Emeline me regardait. Les larmes coulaient sur ses joues. Maman, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pars. Pas sans toi. Je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que c'est chez moi ici. Ce n'est pas chez toi. C'est sa prison. Jérôme a fait un pas vers moi. Sortez. Maintenant. Sinon quoi? Sinon je vous fais sortir. Essayez. Il a levé la main. Et là, quelque chose s'est passé. Emeline s'est interposée. Non, elle s'est placée entre lui et moi, tremblante, mais debout. Ne touche pas à ma mère. Jérôme a baissé la main. Il l'a regardée, surpris. Quoi?
Ne touche pas à ma mère. Je ne comptais pas... Si, tu comptais. Je t'ai vu. Le silence était assourdissant. Puis Jérôme a reculé d'un pas. Il a ri. Un rire nerveux. Vous êtes complètement folles. Toutes les deux. Il s'est dirigé vers l'arrière du restaurant. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai du travail. Il a disparu dans la cuisine. Emmeline s'est tournée vers moi. Elle pleurait. Il faut que tu partes, maman. Viens avec moi. Je ne peux pas. Si. Tu peux. Non. Pas maintenant. Pas comme ça. Alors quand? Je ne sais pas. Mais pas maintenant. S'il te plaît. J'ai pris sa main. Emmeline. Écoute-moi bien. Dans 2 semaines, ce restaurant va faire faillite. Les huissiers vont venir. Tout va s'effondrer. Et si tu es encore là, tu vas tout perdre. Tout. Tu comprends? Oui. Alors promets-moi. Promets-moi que tu vas réfléchir. Je vais réfléchir. Ce n'est pas assez. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Je suis partie ce jour-là le cœur lourd, mais je savais une chose. Le moment approchait. Le moment où Emmeline n'aurait plus le choix. Et ce moment, je l'avais déjà préparé. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été les plus angoissants de ma vie. Emmeline ne répondait plus à mes appels. Mes messages restaient sans réponse. J'ai essayé de passer au restaurant. Fermé. Un panneau indiquait « Fermeture exceptionnelle pour inventaire, réouverture prochaine. Réouverture prochaine ». Ces mots sonnaient comme un mensonge. J'ai appelé le détective. « Laurent, c'est Floriane. Vous avez des nouvelles? » « Oui. Le restaurant est fermé depuis 3 jours. Jérôme vient encore tous les matins, mais il repart rapidement. Il passe beaucoup de temps avec sa maîtresse. Et Emmeline, je l'ai vue sortir une fois, pour aller à la pharmacie. Elle avait l'air de quoi? Épuisée, brisée. Mon sang s'est glacé. Continuez à surveiller et prévenez-moi si quelque chose change. D'accord. Le vendredi soir, 5 jours après notre confrontation, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame Desmarais? Une voix de femme. Jeune. Hésitante. Oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle Anaïs. Je travaillais au restaurant de Jérôme. Enfin, je travaillais. Il m'a virée il y a 6 mois. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi vous m'appelez? Parce que j'ai entendu dire que vous cherchiez des informations sur lui. Qui vous a dit ça? Laurent, le détective. Il m'a contacté il y a quelques semaines. Et je voulais vous dire quelque chose. Sur Emmeline. Je vous écoute. Quand je travaillais là-bas, il y a 1 an, j'ai vu des choses pas normales. Quel genre de choses? Jérôme, il traitait Emmeline comme une esclave. Il lui criait dessus devant tout le monde. Il la faisait travailler 15 heures par jour. Elle dormait parfois dans la réserve parce qu'elle était trop fatiguée pour rentrer. Vous l'avez vue dormir dans la réserve? Oui, plusieurs fois, sur des cartons, avec juste une couverture. J'ai fermé les yeux. La douleur était physique. Continuez. Un jour, je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit oui, mais ses mains tremblaient. Elle avait perdu tellement de poids. Elle ne souriait jamais. Pourquoi vous ne l'avez pas aidée? J'ai essayé. Je lui ai dit qu'elle pouvait partir, qu'elle méritait mieux. Mais elle a dit que c'était compliqué, que Jérôme avait besoin d'elle, que ça allait s'arranger. Et ensuite, Jérôme m'a viré. Il a dit que je posais trop de questions, que je montais Emmeline contre lui, que je créais une mauvaise ambiance. Il vous a payé vos heures? Non. Il a dit que je partais de moi-même, qu'il n'avait rien à me verser. Vous avez un contrat? Non. Tout était au noir. Bien sûr. Anaïs, vous seriez prête à témoigner? Officiellement? Silence. Je ne sais pas. J'ai peur. Peur de quoi? De lui. Il peut être violent. Pas physiquement, mais psychologiquement. Oui, je comprends. Mais si vous témoignez, vous aiderez Emmeline. Et peut-être d'autres femmes aussi. Long silence. D'accord, je vais réfléchir. Mais je voulais que vous sachiez. Pour Emmeline. Parce qu'elle est gentille et qu'elle ne mérite pas ça. Merci Anaïs. De rien. Elle a raccroché. Le lundi matin, j'ai reçu un appel d'Arnaud. Floriane? Mauvaise nouvelle. Quoi? Le restaurant? Il a été placé en redressement judiciaire ce matin. Déjà? Oui. Les créanciers ont déposé une demande d'urgence. Le tribunal a accepté. Les huissiers vont débarquer dans les 48 heures. Et Emmeline? Si elle est toujours mariée et qu'elle a cautionné, elle est responsable solidaire. Ils peuvent te saisir ses biens, ses comptes, tout. Elle n'a rien. Justement, ils vont saisir ses revenus futurs, pendant des années. Il faut agir, maintenant. Je suis prêt, mais il me faut son accord. Elle doit signer les papiers. Elle doit déposer la demande de divorce. Je sais. Vous pouvez la convaincre? Je vais essayer.
J'ai essayé de l'appeler. Messagerie. J'ai envoyé un message. Emeline, c'est urgent. Le restaurant est en redressement judiciaire. Les huissiers arrivent dans 2 jours. Tu dois agir maintenant. S'il te plaît, réponds-moi. Pas de réponse. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, rien. Alors j'ai pris ma voiture. Direction le restaurant. Quand je suis arrivé, il était 13 heures. La rue était calme, le restaurant semblait désert. J'ai frappé à la porte. Rien. J'ai frappé plus fort. Emeline, c'est moi, ouvre! Silence. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé encore. Messagerie. J'ai fait le tour du bâtiment. Il y avait une porte de service à l'arrière. Elle était entr'ouverte. Je suis entré. L'intérieur était sombre, silencieux. L'odeur de graisse froide et de renfermé flottait dans l'air. Emeline? Ma voix résonnait dans le vide. J'ai traversé la cuisine. Les plans de travail étaient sales. Des assiettes s'empilaient dans l'évier. Des casseroles traînaient par terre. Emeline! J'ai entendu un bruit, faible, comme un sanglot étouffé. Ça venait de la réserve. J'ai ouvert la porte. Et ce que j'ai vu m'a arraché le cœur. Emeline, assise par terre, contre le mur, entourée de cartons. Elle pleurait, silencieusement, les genoux remontés contre la poitrine, les bras autour de ses jambes. Elle portait les mêmes vêtements que la semaine dernière, sale, froissée. Emeline, elle a levé les yeux. Son visage était ravagé, ses yeux gonflés, ses lèvres gercées. Maman, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je suis venue hier soir. Jérôme n'était pas là. Je ne savais pas où aller. Alors je suis venue ici. Où est Jérôme? Je ne sais pas. Il est parti il y a 3 jours. Il a dit qu'il avait des rendez-vous importants, qu'il reviendrait. Mais, il n'est pas revenu. Tu as essayé de l'appeler? Oui, son téléphone est éteint. Bien sûr, il avait fui, avec sa maîtresse, comme je l'avais prédit. Je me suis agenouillée à côté d'elle. Emeline, écoute-moi. On n'a plus de temps. Le restaurant est en redressement judiciaire. Les huissiers vont arriver demain. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Alors viens avec moi. Maintenant. Pour aller où? Chez moi, en sécurité. Et après? Après, on va voir Arnaud, mon avocat. Il va te protéger. Il va faire en sorte que tu ne sois pas responsable des dettes. Mais il faut agir tout de suite. Elle a secoué la tête. C'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Si, j'ai tout perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'avais rien à perdre. J'avais ma dignité. Sa voix était à peine audible. Et maintenant, elle est partie. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi. Elle pleurait. Des sanglots profonds, déchirants. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Tu n'as pas à être désolée. Si, tu avais raison. Depuis le début. Et moi, je ne t'ai pas écouté. Ce n'est pas grave. Oh, si, c'est grave. J'ai tout gâché. Non, tu as survécu. Et c'est déjà énorme. On est resté là, dans cette réserve sombre et froide, pendant un long moment. Puis j'ai senti qu'elle se calmait. Emeline, il faut qu'on parte, maintenant. Oui, tu peux te lever? Je crois. Je l'ai aidée à se mettre debout. Elle vacillait. Elle était si légère, comme si elle allait disparaître. Tu as mangé? Je ne sais plus. Quand? Hier? Non. Avant-hier? Je ne sais plus. Je l'ai emmenée à ma voiture. Elle marchait lentement, comme une vieille femme. Je l'ai installée sur le siège passager. J'ai attaché sa ceinture. Elle regardait droit devant elle, le regard vide. Maman? Oui, ma chérie? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas te reconstruire. Je ne sais même pas par où commencer. On commence par le commencement. Un jour à la fois. En route vers Versailles, j'ai appelé Arnaud. Arnaud, c'est Floriane. Je l'ai. Emeline? Oui, elle est avec moi. Elle va bien? Non, mais elle est vivante. C'est déjà ça. Amenez-la à mon cabinet demain matin. 9 heures. J'aurai tous les papiers prêts. On y sera. Floriane? Oui, vous avez bien fait. Je sais. Cette nuit-là, Emeline a dormi chez moi, dans son ancienne chambre, dans son ancien lit. Je lui ai fait couler un bain. Je lui ai donné des vêtements propres. J'ai préparé une soupe légère. Elle a tout fait mécaniquement, sans parler, sans pleurer. Elle a mangé 3 cuillères de soupe. Puis elle a dit « Je suis fatiguée. Alors dors. J'ai peur de dormir. Pourquoi? Parce que je vais me réveiller. Et tout sera encore là. Oui, tout sera encore là. Mais moi aussi, je serai là. » Elle m'a regardée. « Merci, maman. » De rien, ma chérie. Elle s'est endormie vers 22 heures. Je suis restée dans le couloir, la porte entr'ouverte, pour surveiller, au cas où elle se réveillerait en panique, au cas où elle voudrait partir, au cas où.
Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent, le détective. Madame Desmarais, info urgente. Jérôme vient d'acheter 2 billets d'avion pour Bangkok. Départ jeudi. Lui et sa maîtresse. Jeudi, dans 3 jours, il allait fuir, avec l'argent qu'il avait pu sauver, avec sa nouvelle vie, laissant Emeline dans les ruines. J'ai répondu, merci. Continuez à le suivre. Puis j'ai appelé Arnaud. Même à minuit. Arnaud, c'est Floriane. Désolé de l'heure. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Jérôme s'apprête à fuir le pays. Je dis, vous êtes sûre? Certaine. Alors, on n'a plus le choix. Il faut agir maintenant. Demain. Emeline sera prête. J'espère. Parce que si elle ne signe pas, il va disparaître avec tout. Elle signera. Comment vous le savez? Parce qu'elle n'a plus le choix. Et elle le sait. Le lendemain matin, mardi, je me suis réveillée à l'aube. J'ai préparé du café, du pain grillé, de la confiture. Emeline est descendue vers 8 heures. Elle portait un de mes pulls, un jean que je lui avais prêté. Elle avait les cheveux attachés, le visage lavé. Elle avait l'air fragile, mais vivante. « Bonjour, maman. »« Bonjour, ma chérie. Tu as dormi? Un peu? Tu as faim? Pas vraiment, mais je vais essayer de manger. » Elle s'est assise. Elle a pris une tartine. Elle l'a grignotée lentement. « Maman? Oui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » « On va voir Arnaud, mon avocat. »« Pourquoi faire? » »« Pour te protéger. » Elle a posé sa tartine. « Tu veux que je divorce? » ?»« Oui. Mais je ne sais pas si je peux. »« Pourquoi? » ?»« Parce que c'est mon mari. Ce n'est plus ton mari. C'est un étranger qui t'a détruite. » Elle a baissé les yeux. « Je sais, mais c'est dur de l'admettre. Je sais, ma chérie, mais c'est nécessaire. » À 9 heures précises, on était dans le cabinet d'Arnaud. Un bel immeuble haussmannien dans le 7e arrondissement. Bureau élégant. Bibliothèque remplie de codes juridiques. Arnaud nous a reçus avec bienveillance. Il avait 62 ans. Grand, cheveux gris. Regard intelligent. « Bonjour Floriane. »« Bonjour Arnaud. » Il s'est tourné vers Emeline. « Vous devez être Emeline. »« Enchantée. » Elle a serré sa main, timidement. « Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. » On s'est assise. Arnaud s'est installé derrière son bureau. Il a ouvert un dossier épais. « Bien, je vais être direct. La situation est grave, mais pas désespérée. »« Grave comment ?» a demandé Emeline. « Votre mari a contracté des dettes importantes, 300 000 €. Vous avez cautionné. En tant qu'épouse, vous êtes responsable solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le restaurant ne peut pas payer, c'est vous qui paierez. Mais je n'ai rien. Les créanciers peuvent saisir vos salaires futurs. Pendant des années. » Elle a blêmi. Combien d'années? 15, 20, peut-être plus, selon vos revenus. Mon Dieu. Mais il y a une solution. Laquelle? Divorcer. Immédiatement. Et demander une séparation de biens rétroactive. Rétroactive? Oui. On va prouver que vous avez été abusé, manipulé, contrainte de signer sans comprendre. Si le juge accepte, vous ne serez plus responsable des dettes. Et si le juge refuse, alors vous êtes ruiné. Le silence était pesant. Emeline regardait ses mains. Et Jérôme? Quoi, Jérôme? A demandé Arnaud. Qu'est-ce qu'il va devenir? Franchement, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est vous. Mais il est mon mari. Il était votre mari. Maintenant, il est votre bourreau. Elle a fermé les yeux. Je ne sais pas si je peux faire ça. Emeline, j'ai dit doucement. Jérôme s'apprête à fuir le pays. Jeudi, avec sa maîtresse. Elle a ouvert les yeux. Choquée. Quoi? Il a acheté 2 billets pour Bangkok. Il va partir. Sans toi. Sans un mot. Te laissant seule avec les dettes. Tu en es sûre? Certaine. Les larmes ont commencé à couler. Il me laisse? Oui. Après tout ça, il me laisse? Oui. Elle a porté ses mains à son visage. Je ne compte même pas assez pour qu'il me dise au revoir. Arnaud a attendu un moment. Puis il a dit, doucement, « Emeline, je sais que c'est difficile, mais vous devez prendre une décision. Maintenant. » Elle a levé les yeux. « Si je signe, qu'est-ce qui se passe? » Je dépose la demande de divorce aujourd'hui même. Je demande une ordonnance de protection en urgence. Je bloque tous les comptes communs. Je lance une enquête financière sur le restaurant. Et Jérôme, il sera notifié, par huissier, probablement demain. Il va être furieux, probablement. Mais il ne pourra rien faire. Vous serez protégé. Protégé comment? Interdiction de vous approcher. Interdiction de vous contacter. S'il viole cette ordonnance, il ira en garde à vue. Emeline a regardé le dossier sur le bureau. Les papiers, les signatures, la fin officielle de 9 années. Si je signe, c'est vraiment fini? Oui, a dit Arnaud. Et si je ne signe pas?
alors vous perdez tout. Votre avenir, votre liberté, votre dignité. Elle a respiré profondément. Est-ce que je peux lire les papiers avant? Bien sûr, prenez votre temps. Elle a lu, lentement, chaque page, chaque clause. Moi je la regardais. Mon bébé, ma fille, devenue une femme brisée, mais encore debout, encore capable de se battre. Après 20 minutes, elle a reposé les papiers. Elle a pris le stylo. Où je signe? Arnaud a montré. Ici, et ici, et ici. Elle a signé, 3 fois, d'une main tremblante, mais elle a signé. Quand elle a reposé le stylo, elle a dit « C'est fait ». « Oui », a dit Arnaud, « C'est fait. Vous venez de reprendre le contrôle de votre vie. » Elle a hoché la tête, puis elle s'est effondrée en larmes. On est sorti du cabinet 1 heure plus tard. Arnaud avait tout lancé. Demande de divorce, ordonnance de protection, enquête financière. Les huissiers iront notifier Jérôme demain matin, au restaurant, avec la police si nécessaire. Il va essayer de partir avant, j'ai dit. Pas s'il est placé sous surveillance. Vous pouvez faire ça? J'ai des contacts. Ne vous inquiétez pas, il ne partira pas. Dans la voiture, Emeline était silencieuse. On roulait vers Versailles. Maman? Oui, ma chérie. J'ai peur. De quoi? De ce qui va se passer. De Jérôme. De tout. Je sais, mais tu n'es plus seule. Et s'il vient me chercher? Il ne viendra pas. Tu ne le connais pas. Si, je le connais, et il est lâche. Les hommes comme lui ne se battent que contre les faibles. Maintenant que tu es protégée, il fuira. Tu crois? J'en suis sûre. Cette nuit-là, Emeline a dormi chez moi. Encore. Elle a mangé un peu. Elle a pris un bain. Elle a regardé la télévision. Comme une personne normale. Comme quelqu'un qui avait le droit d'exister. Le lendemain matin, mercredi, mon téléphone a sonné. C'était Arnaud. Floriane? C'est fait. Quoi? Les huissiers viennent d'arriver au restaurant. Avec la police. Ils ont notifié Jérôme. Et? Il a été placé en garde à vue. Pourquoi? Tentative de fuite. Il essayait de vider le compte professionnel quand ils sont arrivés. Fraude. Détournement de fonds. Mon cœur s'est emballé. Il est en garde à vue? Oui, pour 48 heures minimum. Le temps que l'enquête avance. Et l'ordonnance de protection? Validée par le juge ce matin. Jérôme n'a plus le droit d'approcher Emeline. S'il le fait, c'est la prison. J'ai raccroché. Je suis montée dans la chambre d'Emeline. Elle dormait encore. Je me suis assise sur le bord du lit. Emeline, réveille-toi. Elle a ouvert les yeux, ensommeillée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Quoi? Jérôme. Il a été arrêté. Il est en garde à vue. Tu es protégée. Elle s'est redressée. Il a été arrêté? Oui. Pourquoi? Fraude. Détournement. Tentative de fuite. Elle a porté ses mains à sa bouche. Mon Dieu. C'est fini, Emeline. C'est vraiment fini. Elle a pleuré. Longtemps. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur. C'était des larmes de soulagement. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Jérôme ont été étranges. Pas difficiles, pas dramatiques, juste étranges. Emeline vivait chez moi, dans son ancienne chambre, comme si elle avait 15 ans à nouveau. Elle dormait beaucoup. Trop, peut-être. 12 heures, 14 heures, parfois plus. C'est normal, m'avait dit le médecin que j'avais consulté. Son corps récupère. Elle était en survie constante. Maintenant qu'elle est en sécurité, tout ce qu'elle a retenu s'effondre. Laissez-la dormir. Alors, je la laissais dormir. Jérôme était sorti de garde à vue après 48 heures. Mais l'ordonnance de protection tenait. Il n'avait pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres d'Emeline. Pas le droit de l'appeler, de lui écrire, de la contacter de quelque manière que ce soit. S'il le faisait, c'était la prison. Arnaud m'avait dit, il ne le fera pas. Les hommes comme lui sont des prédateurs. Ils ne chassent que les proies faciles. Maintenant qu'Emeline est protégée, il va chercher ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une semaine après sa sortie de garde à vue, Laurent m'a appelé. « Madame Desmarais ? Jérôme a quitté Paris. Où est-il allé ? À Nice, avec sa maîtresse. Ils ont loué un appartement là-bas. Il a fui ? Oui, mais il n'a pas pu prendre l'argent. Les comptes sont bloqués, l'enquête continue. Il est surveillé. Et le restaurant ? Fermé définitivement. Liquidation judiciaire prononcée hier. Les créanciers vont récupérer ce qu'ils peuvent. Mais Emeline est protégée. La séparation de biens rétroactive a été validée par le juge. Elle ne doit rien. J'ai fermé les yeux, soulagée. Merci, Laurent. De rien. Vous voulez que je continue à le surveiller? Non, c'est terminé. Il fait partie du passé maintenant. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Emeline, elle était dans le jardin. C'était un après-midi de mars. Le printemps arrivait doucement. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les rosiers.
Elle était assise sur le banc en pierre, sous le vieux chêne. Elle regardait les oiseaux. Je me suis assise à côté d'elle. « Emmeline, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Bonnes. Le juge a validé la séparation de biens rétroactive. Tu ne dois rien. Tu es libre. » Elle n'a pas réagi immédiatement. Elle a continué à regarder les oiseaux. Puis elle a dit, doucement, « Libre? Oui. Ça fait bizarre. Quoi donc? De ne plus avoir peur. » Elle s'est tournée vers moi. « Maman, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Merci. » De quoi? De ne pas m'avoir abandonnée, même quand je ne t'écoutais pas. Même quand je te repoussais. Tu es restée. Tu es ma fille. Je serai toujours là. Je sais. Mais j'aurais pu te perdre. J'aurais pu tout perdre. Mais tu ne l'as pas fait. Grâce à toi. Non, grâce à toi. Tu as eu le courage de signer ces papiers, de partir, de choisir la vie. Elle a souri. Un petit sourire, fragile, mais réel. Je ne sais pas si c'était du courage, plutôt de l'épuisement. Parfois, c'est la même chose. Les jours ont continué à passer. Emmeline a commencé à sortir, de petites promenades, au marché, dans le parc, seule d'abord, puis avec moi. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle observait, elle écoutait, elle respirait. « C'est étrange », m'a-t-elle dit un jour. « Tout me semble nouveau, les couleurs, les sons, comme si je les voyais pour la première fois. C'est normal, tu étais dans un tunnel. Maintenant, tu vois la lumière. Le tunnel a duré combien de temps? Trop longtemps. 9 ans. Oui, 9 ans de ma vie. Parti, pas parti, transformé. Tu as survécu. C'est une force. » Un matin d'avril, Emmeline est descendue pour le petit déjeuner avec un air déterminé. « Maman, je veux retourner travailler. Tu es sûre? » « Oui, je ne peux pas rester ici à ne rien faire. J'ai besoin de me reconstruire. Et pour ça, j'ai besoin d'une vie à moi. Tu as raison. Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. J'ai 35 ans. Je n'ai pas travaillé dans mon domaine depuis 9 ans. Qui va vouloir de moi? Beaucoup de gens. Tu as de l'expérience, de la résilience, de l'intelligence. J'ai surtout un trou de 9 ans dans mon CV. Alors, on va le remplir. Avec la vérité. Quelle vérité? Que tu as géré un restaurant. Que tu as travaillé dans des conditions difficiles. Que tu as survécu. Personne ne voudra entendre ça. Détrompe-toi. Les recruteurs cherchent des gens solides. Et toi, tu l'es. Elle a commencé à chercher. Elle a mis à jour son CV. Elle a contacté d'anciennes relations de la galerie où elle travaillait avant Jérôme. Certains ne se souvenaient pas d'elle. D'autres lui ont répondu avec froideur. « Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi ce trou de 9 ans? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ?» Elle répondait avec honnêteté. « J'étais mariée. Je travaillais dans le restaurant de mon mari. Les choses n'ont pas fonctionné. Maintenant, je recommence. Parfois, ça suffisait. Parfois, non. Un jour, elle est rentrée d'un entretien particulièrement difficile. Elle s'est effondrée sur le canapé. Je n'y arriverai jamais. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Je suis vieille. Je suis abîmée. Je n'ai rien à offrir. Tu as 35 ans. Ce n'est pas vieux. Dans le monde de l'art, si. Ils veulent des jeunes, des fraîches, des dynamiques, pas des femmes brisées qui ont passé 9 ans à laver des assiettes. Alors change de domaine. Pour faire quoi? Ce que tu veux. Le monde est ouvert. Elle a ri, amèrement. Le monde est ouvert pour ceux qui ont confiance en eux. Pas pour moi. J'ai réfléchi. Puis j'ai eu une idée. Emmeline, et si tu utilisais ton expérience? Quelle expérience? Ce que tu as vécu. L'emprise, la manipulation, la reconstruction. Pour faire quoi? Pour aider d'autres femmes. Elle m'a regardée, incrédule. Tu veux que je devienne... Quoi? Une assistante sociale? Pourquoi pas? Ou une accompagnatrice, une formatrice, une conférencière. Il y a des associations qui cherchent des témoins, des survivantes qui peuvent parler, aider, inspirer. Je ne suis pas une inspiration. Si, tu l'es. Tu ne le vois juste pas encore. Elle a réfléchi pendant plusieurs jours. Puis, un matin, elle m'a dit « D'accord, je vais essayer. » Essayer quoi? De témoigner, de parler, de transformer cette douleur en quelque chose d'utile. Tu es sûr? Non, mais je veux essayer. Arnaud m'a mise en contact avec une association spécialisée dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales et d'emprise psychologique. Ils cherchaient des témoins pour leurs ateliers, des femmes qui avaient survécu, qui pouvaient parler sans filtre, sans honte. Emmeline a rencontré la directrice, une femme de 50 ans, solide, directe. « Mo, vous seriez prête à témoigner devant d'autres femmes? » Je pense oui. Pourquoi? Parce que si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. La directrice a souri. Vous commencez quand? Le premier atelier a eu lieu début mai.
Emeline avait maintenant 35 ans et demi. Moi, 60 et quelques mois. C'était dans une petite salle communale du 15e arrondissement. Une quinzaine de femmes, toutes âges, toutes origines, toutes brisées. Emeline était terrifiée. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux. Qu'est-ce que je vais leur dire? La vérité. Et si elles me jugent? Elles ne te jugeront pas. Elles te comprendront. Elle est montée sur la petite estrade. Elle a regardé ces femmes. Elle a respiré profondément. Puis, elle a commencé à parler. Bonjour, je m'appelle Emeline. J'ai 35 ans. Et pendant 9 ans, j'ai été prisonnière. Silence. Pas dans une cave. Pas avec des chaînes. Mais dans un restaurant. Avec un homme qui m'aimait, disait-il. Elle a raconté. Tout. La rencontre. Le charme. Les premiers signes. L'isolement progressif. Le travail gratuit. Les dettes. La honte. La peur. Un jour, ma mère m'a trouvée en train de manger des restes dans une cuisine. J'avais tellement faim. Tellement honte. Je pleurais. Et quand elle a confronté mon mari, il a ri. Il a dit « Cette idiote ne mérite que ça ». Les femmes écoutaient. Certaines pleuraient. D'autres hochaient la tête. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je méritais mieux. Pas parce que j'étais parfaite, pas parce que j'étais forte, mais simplement parce que j'étais humaine. Après son témoignage, plusieurs femmes sont venues la voir. « Merci. Votre histoire ressemble à la mienne. Comment vous avez trouvé le courage de partir ?» Emeline répondait avec douceur. Ce n'était pas du courage, c'était de la survie. Et j'ai eu de l'aide. Ma mère, un avocat, des preuves. Vous aussi, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas seule. Ce soir-là, en rentrant à Versailles, Emeline était silencieuse. Elle regardait par la fenêtre. Les lumières de Paris défilaient. Maman? Oui? Aujourd'hui, j'ai senti quelque chose. Quoi? De l'utilité. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma vie avait un sens. Ta vie a toujours eu un sens. Peut-être. Mais aujourd'hui, je l'ai ressenti. Les mois ont continué. Emeline a témoigné régulièrement. 1 fois par semaine. Puis 2 fois. Puis plus. Elle est devenue formatrice bénévole pour l'association. Elle aidait les femmes à remplir des dossiers, à comprendre leurs droits, à trouver des avocats, des refuges, de l'espoir. « Je fais ce que tu as fait pour moi », m'a-t-elle dit un jour. Quoi? Je ne lâche pas, même quand elles résistent, même quand elles ont peur. Je reste. En juin, 6 mois après son départ du restaurant, Emeline a reçu une lettre du tribunal. Le divorce était prononcé, officiellement, légalement. Elle n'était plus mariée à Jérôme. Elle était libre. Elle a ouvert la lettre dans le jardin. Elle l'a lue, puis elle l'a posée sur le banc. C'est fini. Oui, je pensais que je ressentirais quelque chose. De la joie, du soulagement. Et je ne ressens rien. C'est juste fini. C'est normal. Ce n'est pas une victoire. C'est juste la fin d'une erreur. 9 ans d'erreur. 9 ans d'apprentissage. Elle m'a regardé. Tu crois vraiment ça? Oui. Tu as appris à reconnaître les signaux, à te protéger, à te battre. Des milliers de femmes ne l'apprennent jamais. Toi, si. Un jour de juillet, Emeline m'a annoncé qu'elle avait trouvé un appartement, un studio, dans le 11e, petit, mais lumineux. Tu veux déménager? Oui. Il est temps. Tu es sûre? Oui. J'ai besoin de mon espace, de ma vie. Je comprends. Tu n'es pas triste? Si, un peu. Mais je suis surtout fière. Elle a emménagé fin juillet. Je l'ai aidée. On a transporté des cartons, des meubles, des plantes. Elle a décoré son studio avec soin. Des couleurs vives, des coussins, des tableaux. C'est chez moi, elle a dit en regardant autour d'elle. Pour la première fois depuis 9 ans, j'ai un chez moi. Comment tu te sens? Vivante. Un soir d'août, elle m'a invitée à dîner dans son studio. Elle avait cuisiné, une vraie cuisine. Pas des restes, pas de la nourriture volée. Un poulet rôti, des légumes, une tarte aux pommes. On a mangé ensemble, on a bu du vin, on a ri. Tu sais quoi, maman? Quoi? Pendant 9 ans, j'ai cru que ma vie était finie, que j'avais tout gâché, que je ne méritais pas mieux. Et maintenant, je sais que ce n'était que le premier chapitre. Le mauvais chapitre. Mais il y en a d'autres qui viennent. Oui, il y en a d'autres. En septembre, presque 1 an après son départ du restaurant, Emeline a reçu une proposition. L'association lui offrait un poste salarié, coordinatrice d'accompagnement pour les victimes de violences conjugales. C'est un CDI, avec un vrai salaire. Tu vas accepter? Oui, c'est ce que je veux faire. Aider, transformer ma douleur en force pour les autres. Je suis fière de toi. Maman? Oui, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Moi, j'ai juste ouvert la porte. Toi,
Tu as eu le courage de la traverser. En octobre, exactement 1 an après cette nuit terrible dans la cuisine du restaurant, Emeline et moi sommes retournés dans le Marais. Le restaurant était fermé définitivement. Vitres condamnées, panneaux alloués. On s'est arrêté devant. « Tu veux entrer ?» j'ai demandé. « Non, je veux juste regarder. »« Ah, qu'est-ce que tu ressens ?»« Rien, c'est juste un bâtiment vide. Il n'a plus de pouvoir sur moi. » Elle s'est tournée vers moi. « Tu sais ce que j'ai compris ?»« Quoi ?» Jérôme n'était pas le problème. Enfin, si, mais pas seulement. Le problème, c'était moi, ma peur, mon besoin d'être aimé, ma conviction que je ne méritais rien de mieux. Et maintenant, je sais que je mérite tout. Le respect, la dignité, l'amour, mais le vrai, pas celui qui détruit. On a marché le long de la Seine. Le soleil se couchait, l'eau brillait. « Maman ? Oui ? Tu te souviens de ce soir-là, quand tu m'as trouvée dans la cuisine ? Oui. Tu as dit quelque chose. Viens avec moi, maintenant. Je m'en souviens. À ce moment-là, j'ai eu 2 choix. Te suivre ou rester. Oui, j'ai failli rester. Je sais. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? La main que tu as serrée, la mienne. Tu as choisi la vie. Elle a souri. Oui, j'ai choisi la vie. Nous sommes rentrés à Versailles ce soir-là. Emeline est repartie dans son studio. Et moi, je suis restée dans ma maison, seule. Mais pas vraiment, parce que ma fille était vivante, libre, reconstruite. Et c'était tout ce qui comptait. Quelques semaines plus tard, en novembre, j'ai appris par Arnaud que Jérôme avait quitté Nice. Il est parti où ? Je ne sais pas. Il a disparu. Personne ne sait où il est. Et les dettes ? Effacées pour Emeline. Lui, il les traîne toujours, où qu'il soit. Bien. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il devient ? Non. Il fait partie du passé. Et le passé ne mérite pas mon attention. 2 ans ont passé. 2 ans de silence. 2 ans sans nouvelles de Jérôme. Emeline avait 37 ans maintenant. Moi, 62. Elle travaillait toujours pour l'association. Elle était devenue responsable régionale. Elle formait d'autres accompagnatrices. Elle témoignait dans les écoles, les entreprises, les tribunaux. Sa vie avait un sens. Elle avait même rencontré quelqu'un. Un homme doux, patient, respectueux. « On prend notre temps », m'avait-elle dit. « Je ne veux plus me précipiter. C'est sage. » J'ai appris. Un mardi de décembre, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô ? Madame Desmarais ? » « Oui, c'est Anaïs. Vous vous souvenez de moi ? » Anaïs, l'ancienne serveuse. « Oui, bien sûr. Comment allez-vous ? » ?»« Bien, très bien même. J'ai trouvé un nouveau travail. Mais je vous appelle pour autre chose. »« Quoi ? » ?»« J'ai des nouvelles de Jérôme. » Mon cœur s'est serré. « Je vous écoute. » « Il est revenu à Paris. Il y a 6 mois. Il a ouvert un nouveau restaurant, dans le 18e. Un nouveau restaurant ? Oui, petit, discret, mais il est là. Comment vous savez ça ? Je l'ai vu, par hasard. Dans la rue, il était avec une femme, jeune, très jeune, bien sûr. Merci de m'avoir prévenu, Anaïs. Vous allez le dire à Emeline ? Je ne sais pas. J'ai raccroché. J'ai réfléchi longtemps. Devais-je dire à Emeline que Jérôme était de retour ? Qu'il recommençait ? Avec une nouvelle victime ? Ou fallait-il laisser le passé où il était ? Finalement, j'ai décidé de ne rien dire. Emeline était en paix, reconstruite, heureuse. Pourquoi rouvrir cette blessure ? Mais le destin en a décidé autrement. 3 semaines plus tard, Laurent m'a appelé, le détective, que je n'avais pas contacté depuis 2 ans. « Madame Desmarais, pardon de vous déranger. »« Laurent ? Pourquoi vous m'appelez ? » ?»« Parce que j'ai pensé que vous voudriez savoir. »« Savoir quoi ? » ?»« Jérôme, il est à l'hôpital. » Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? AVC, accident vasculaire cérébral. Il y a 2 jours. C'est grave ? Très grave. Il est paralysé du côté gauche. Il ne peut plus parler correctement. Je suis restée silencieuse. « Madame Desmarais ? Je suis là. Vous voulez que j'enquête ? Non. Merci, Laurent. C'est suffisant. D'accord. Prenez soin de vous. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin. Les arbres nus. L'hiver. Jérôme. 44 ans. Paralysé. Seul. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste une forme de justice silencieuse. Le corps qui lâche. Sous le stress. Sous la culpabilité. Sous le poids des mensonges. La vie qui rend ce qu'on lui donne. Quelques jours plus tard, Emeline m'a appelé. « Maman, tu as entendu ? » « Entendu quoi ? » ?»« Pour Jérôme. » Mon cœur s'est accéléré. « Comment tu sais ? » Une ancienne connaissance m'a contacté. Quelqu'un qui travaillait avec lui. Elle pensait que je voudrais savoir. « Et comment tu te sens ? » Silence. Vide.
Je ne ressens rien, ni pitié, ni satisfaction. Juste rien. C'est normal? Tu crois? Oui, il ne fait plus partie de ta vie. C'est un étranger maintenant. Oui, un étranger qui a détruit 9 ans de ma vie, mais qui n'a plus de pouvoir sur toi. Elle a respiré profondément. Maman? Oui, je ne vais pas le voir. Personne ne te le demande. Mais est-ce que c'est cruel de ne pas y aller? Non, c'est de l'autoprotection. Tu es sûre? Certaine. Tu ne lui dois rien, surtout pas ta compassion. Les semaines ont passé. J'ai appris par mes contacts qu'il était sorti de l'hôpital, transféré dans un centre de rééducation. La jeune femme qui était avec lui l'avait quitté. Bien sûr, il était seul, abandonné, comme il avait abandonné Emeline. Un soir de janvier, Emeline est venue dîner chez moi. On a mangé tranquillement. On a parlé de son travail, de ses projets, de sa vie. Puis, au dessert, elle a dit « Maman, je veux te raconter quelque chose. Je t'écoute. La semaine dernière, j'accompagnais une femme au tribunal pour une ordonnance de protection. Et dans le couloir, j'ai croisé quelqu'un. Qui? La maîtresse de Jérôme, celle d'il y a 2 ans, celle des photos. Mon cœur s'est serré. Et elle était là pour déposer plainte, contre un homme, pour violence psychologique. Jérôme? Non, un autre. Mais en la voyant, j'ai compris. Compris quoi? Qu'elle aussi, elle était une victime. Jérôme l'avait utilisée, puis jetée, comme moi, comme toutes les autres. Elle a posé sa tasse. J'aurais pu la détester. Pendant longtemps, je l'ai détestée. Mais là, je l'ai juste regardée, et j'ai ressenti de la tristesse. Pour elle, pour moi, pour toutes ces femmes qui tombent dans le piège. Tu lui as parlé? Non, mais je lui ai souri, et elle m'a souri aussi, comme si on se comprenait, sans mots. Elle a levé les yeux vers moi. Tu sais quoi, maman? Quoi? Je crois que la vraie justice, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la vengeance. C'est quoi? C'est de ne plus avoir peur, c'est de vivre, pleinement, librement, c'est de transformer la douleur en force. Tu as raison. Et Jérôme, qu'il soit malade ou pas, qu'il soit seul ou pas, ce n'est plus mon problème. Il récolte ce qu'il a semé. Oui. Et moi, je vis. Quelques mois plus tard, en avril, j'ai appris que Jérôme avait été placé en maison médicalisée. Il ne pouvait plus vivre seul. Sa rééducation avait échoué. Il était diminué, affaibli, dépendant. Je n'ai rien dit à Emeline, parce qu'elle n'avait pas besoin de savoir, parce que sa vie continuait, belle, riche, pleine. Et c'était ça, la vraie justice. Pas la souffrance de Jérôme, mais le bonheur d'Emeline. Aujourd'hui, cela fait 4 ans. 4 ans depuis cette nuit terrible dans la cuisine du restaurant. Emeline a maintenant 39 ans. Moi, 64. Elle s'est mariée l'été dernier, avec Thomas, l'homme patient, l'homme doux, une petite cérémonie. Dans le jardin de ma maison à Versailles, sous le vieux chêne, 20 personnes, des amis, des collègues de l'association, quelques anciennes femmes qu'elle avait aidées. Pas de grande fête, pas de restaurant, juste de l'amour, du vrai. Quand elle a prononcé ses vœux, elle a dit quelque chose qui m'a émue aux larmes. Thomas, je t'épouse aujourd'hui, non pas parce que j'ai besoin de toi pour exister, mais parce que j'existe pleinement et que je choisis de partager cette existence avec toi. Elle avait compris. L'amour ne sauve pas, l'amour accompagne. Hier soir, elle est venue dîner chez moi, seule. Thomas était en déplacement pour son travail. On s'est installé dans le salon, avec du thé, des biscuits, comme avant. Comme quand elle était petite. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Elle a souri, un sourire radieux. Je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? 3 mois. On voulait attendre avant de le dire. Mais maintenant, c'est sûr. Ma chérie, les larmes sont montées. Je me suis levée, je l'ai prise dans mes bras. Je suis tellement heureuse pour toi. Moi aussi. J'ai peur, mais je suis heureuse. Peur de quoi? De ne pas être une bonne mère, de reproduire des erreurs. Tu seras une mère merveilleuse, parce que tu connais la différence entre l'amour et le contrôle. Elle s'est assise. Elle a posé sa main sur son ventre. Tu sais quoi, maman? Quoi? Pendant longtemps, j'ai cru que Jérôme m'avait volé 9 ans de ma vie. Et maintenant? Maintenant, je comprends qu'il ne m'a rien volé. Il m'a appris. Appris quoi? À reconnaître les signaux, à poser des limites, à choisir la vie plutôt que la survie. Elle m'a regardée. Et surtout, il m'a montré ce qu'est une vraie force. Quelle force? La tienne. Tu ne m'as jamais abandonnée. Même quand je te repoussais, même quand je te disais de partir. Tu es resté, en silence, en veillant, en préparant. Si je n'avais pas eu cette expérience,
je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je ne ferais pas ce travail. Je n'aiderais pas ces femmes. Tu transformes la douleur en lumière. Oui, parce que tu m'as montré comment. On est resté silencieuse un moment, puis elle a dit « Maman, est-ce que tu as des regrets? À quel sujet? D'avoir agi comme tu l'as fait, d'avoir enquêté, espionné, préparé tout ça sans me le dire. » J'ai réfléchi. Non, aucun regret. Même si j'étais en colère contre toi? Même, parce que je savais une chose. Quoi? Qu'un jour tu comprendrais, qu'un jour tu serais prête, et ce jour-là, il fallait que tout soit prêt. Et si ce jour n'était jamais venu, il serait venu, d'une façon ou d'une autre, parce que la vérité finit toujours par éclater. Elle a souri. Tu as raison, je sais. On a ri. Maman? Oui, si mon enfant est une fille, je veux l'appeler Floriane. Comme toi. Mon cœur s'est gonflé. Ma chérie, parce que tu m'as sauvée. Et je veux qu'elle porte ton nom, pour qu'elle sache qu'il y a toujours quelqu'un qui veille. Ce soir-là, après son départ, je suis restée longtemps dans le jardin, sous le vieux chêne, là où elle s'était mariée, là où, bientôt, elle viendrait avec son enfant. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à cette nuit dans la cuisine, à ces mots terribles. Cette idiote ne mérite que ça, à ma décision de ne pas rester silencieuse, d'agir, de protéger, de préparer. Aujourd'hui, Emeline est libre, heureuse, enceinte, vivante. Et Jérôme est seul, malade, dans une maison médicalisée quelque part. Est-ce que je ressens de la pitié pour lui? Non. De la satisfaction? Non plus. Je ressens juste de l'indifférence, parce qu'il n'est plus rien, un fantôme du passé, une leçon apprise, rien de plus. La vie a rendu ce qu'il lui a donné. Il a donné de la cruauté, il a reçu de la solitude, il a donné du mépris, il a reçu de l'abandon, il a donné de la manipulation, il a reçu de l'impuissance. Et Emeline, elle a donné de la résilience, elle a reçu de l'amour, elle a donné de l'aide, elle a reçu du sens, elle a donné du courage, elle a reçu de la vie. C'est ça le karma, pas une vengeance divine, juste une balance, qui finit toujours par s'équilibrer. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai ouvert mon journal, celui que je tiens depuis 40 ans. J'ai écrit « Aujourd'hui, Emeline m'a annoncé qu'elle attend un enfant. Une petite fille, peut-être, qui portera mon nom. Et je me dis que c'est ça, la vraie victoire. Pas d'avoir détruit Jérôme, mais d'avoir sauvé Emeline. Et à travers elle, cette nouvelle vie qui arrive. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. 6 mois ont passé depuis cette soirée où Emeline m'a annoncé sa grossesse. Nous sommes maintenant en octobre. 4 ans et demi depuis cette nuit dans la cuisine du restaurant. Emeline a 39 ans et demi. Elle est enceinte de 8 mois. Moi, j'ai 64 ans. Et je vais bientôt être grand-mère. Ce matin, je l'ai accompagnée à son dernier rendez-vous médical avant l'accouchement. Thomas était là aussi. Attentif, présent, souriant. « Tout va bien », a dit la sage-femme. « Le bébé est en bonne position. Le cœur bat parfaitement. Vous êtes prête ?» Emeline a souri, mais j'ai vu ses mains trembler légèrement. En sortant de la clinique, on s'est assise sur un banc dans le petit parc d'en face. Thomas est parti chercher des viennoiseries. Emeline et moi, on a regardé les feuilles tomber. L'automne parisien. Doux, lumineux. « Maman, j'ai peur. C'est normal. » « Non, pas de l'accouchement. Enfin, si, un peu, mais surtout, d'être mère, de ne pas savoir, de faire des erreurs. Toutes les mères ont peur. Moi aussi, j'avais peur quand tu es née. Vraiment? Vraiment. J'avais 25 ans. Ton père venait de mourir. J'étais seule. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Mais tu as réussi. Pas toujours. J'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Comme quoi? Comme t'avoir laissé rencontrer Jérôme sans vraiment le connaître. Comme ne pas avoir parlé plus tôt. Comme avoir attendu trop longtemps. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu n'as pas attendu trop longtemps. Tu as attendu le bon moment. Comment tu le sais? Parce que je suis là. Vivante. Heureuse. Enceinte. Si tu étais intervenue plus tôt, j'aurais résisté. J'aurais défendu Jérôme. Je serais retournée vers lui. Peut-être, pas peut-être, certainement. Elle s'est redressée. Elle a pris ma main. Maman, je veux te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Je t'écoute. La nuit où je suis partie du restaurant, quand tu m'as emmenée chez toi, je me suis réveillée vers 3 heures du matin. J'ai voulu partir. Quoi? Oui, je me suis levée. J'ai mis mes chaussures. J'étais dans le couloir, prête à sortir. Mon cœur s'est serré. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je t'ai vu.
Tu dormais sur le canapé, dans le salon, la porte de ma chambre ouverte, pour me surveiller. Tu m'as vu? Oui, et j'ai compris. Compris quoi? Que tu ne dormais pas vraiment, que tu veillais, que tu serais toujours là. Quoi qu'il arrive, les larmes sont montées. Alors je suis retournée me coucher, et le lendemain matin, quand tu m'as emmené voir Arnaud, j'ai signé, parce que je savais que je n'étais pas seule. On est resté silencieuse un long moment. Puis elle a dit, c'est ça que je veux donner à mon enfant. Pas la perfection, pas l'absence d'erreur, mais la présence. Toujours, quoi qu'il arrive, tu vas être une mère extraordinaire, comme toi. Mieux que moi? Non, comme toi. Thomas est revenu avec des croissants. On a mangé ensemble. On a ri. On a parlé du prénom. Si c'est une fille, Floriane, a confirmé Emeline. Et si c'est un garçon? A demandé Thomas. Arnaud, comme l'avocat qui nous a sauvés. Thomas a souri. Alors c'est décidé. Floriane ou Arnaud. Ce soir-là, en rentrant chez moi à Versailles, j'ai reçu un appel d'Arnaud. Le vrai Arnaud. L'avocat. Il a maintenant 66 ans. Toujours aussi brillant. Toujours aussi implacable. Floriane, je voulais vous dire, Jérôme est décédé. Le silence a rempli la ligne. Quand? Hier, dans la maison médicalisée. Une complication, une infection pulmonaire. Il avait 46 ans. Oui, j'ai respiré profondément. Merci de m'avoir prévenu. Vous allez le dire à Emeline? Je ne sais pas. Elle est enceinte de 8 mois. Je ne veux pas. Je comprends. C'est à vous de décider. Arnaud? Oui. Est-ce qu'il était seul? Quand il est mort? Silence. Oui, il était seul. Personne n'est venu. Personne ne l'a réclamé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Jérôme. Cet homme qui avait été beau, charmant, ambitieux. Cet homme qui avait détruit ma fille. Cet homme qui était mort seul, à 46 ans, dans une chambre anonyme. Devrais-je ressentir de la pitié, de la tristesse, de la satisfaction? Je ne ressentais rien. Juste une forme de clôture. Un chapitre qui se ferme, définitivement. Le lendemain matin, j'ai décidé de le dire à Emeline. Pas par téléphone, en face. Je suis allée chez elle. Elle était dans le salon, avec Thomas. Il préparait la chambre du bébé. « Maman, quelle surprise! Bonjour, ma chérie. Je peux te parler? En privé ?» Elle a vu mon visage. Elle a compris que c'était sérieux. Bien sûr, on s'est installé dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe? » Emeline. « J'ai reçu un appel d'Arnaud hier soir. Et Jérôme est décédé. Avant-hier. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé ses mains. Longtemps. Puis elle a dit « Comment? Une infection. Dans la maison médicalisée. Il était seul? Oui. » Elle a fermé les yeux. « Bien. Bien ?» j'ai répété. « Oui, bien. Pas parce que je suis heureuse qu'il soit mort, mais parce que c'est fini. Vraiment fini. » Elle a ouvert les yeux. Pendant 4 ans, une partie de moi avait toujours peur qu'il revienne, qu'il me trouve, qu'il me parle, qu'il essaie de me manipuler encore. Il ne pouvait plus te faire de mal. L'ordonnance, je sais, mais la peur était là quand même. Et maintenant, elle disparaît. Oui, elle a posé sa main sur son ventre. Mon enfant ne connaîtra jamais cet homme, ne saura jamais qu'il a existé. Tu ne lui raconteras pas? Peut-être, un jour, quand il ou elle sera assez grand, assez fort, pas pour le connaître, mais pour comprendre d'où je viens, ce que j'ai traversé. C'est sage, c'est toi qui m'as appris. 2 semaines plus tard, fin octobre, à 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. « Floriane, c'est le moment. On part à la maternité. » J'arrive. Je me suis habillée en vitesse. J'ai pris ma voiture. J'ai roulé à travers Paris endormi. Mon cœur battait vite. Ma fille, mon bébé. Qui allait devenir mère? Je suis arrivée à la maternité à 4 heures. Thomas était dans la salle d'attente. Comment elle va? Bien. Elle est forte. La sage-femme dit que ça va vite. Je peux la voir? Elle a demandé que vous entriez. Je suis entrée dans la salle d'accouchement. Emeline était là, sur le lit, en sueur, mais souriante. Maman, tu es là. Bien sûr que je suis là. Je veux que tu restes, pour la naissance. Tu es sûre? Certaine. À 6h23, le bébé est né. Une fille, 3 kilos de sang, des cheveux noirs, des yeux immenses, un cri puissant, vivante. La sage-femme l'a posée sur la poitrine d'Emeline. Emeline a pleuré. Thomas a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. « Bonjour, Floriane », a murmuré Emeline. « Bienvenue dans le monde. » Petite Floriane a ouvert les yeux. Et j'ai vu, dans ce regard neuf, quelque chose d'infini. Une promesse. Un nouveau départ. Une vie qui commence. Sans ombre. Sans peur. Ce jour-là,
En tenant ma petite fille dans mes bras, j'ai compris. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais préparé, tout ce que j'avais enduré, ce n'était pas seulement pour sauver Emeline, c'était pour cette petite fille, pour qu'elle grandisse dans un monde où sa mère est libre, forte, heureuse, pour qu'elle n'hérite pas de la peur, mais de la résilience. Aujourd'hui, petite Floriane a 3 mois. Emeline est une mère merveilleuse, attentive, présente, aimante. Elle continue son travail à l'association, à temps partiel. Elle témoigne toujours, elle aide toujours. L'autre jour, elle m'a dit « Maman, tu sais ce que je dis aux femmes que j'accompagne maintenant ? Quoi ? Que ce n'est jamais trop tard, qu'on peut toujours recommencer, qu'on mérite toujours mieux. C'est vrai. Et je leur parle de toi. De moi ? Oui. Je leur dis qu'une femme de 60 ans a passé 2 ans à préparer mon sauvetage, sans que je le sache, sans que je le demande, juste parce qu'elle m'aimait, Emeline. Et ça leur donne de l'espoir, parce qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a toujours quelqu'un qui veille, même dans l'ombre. Ce soir, je suis dans mon jardin à Versailles, sous le vieux chêne. Les étoiles brillent, l'air est doux. Je pense à tout ce chemin, à cette nuit terrible, il y a 4 ans et demi, dans la cuisine d'un restaurant. À cette phrase que je n'oublierai jamais, cette idiote ne mérite que ça. Aujourd'hui, cette idiote est une femme libre, une mère aimante, une travailleuse sociale respectée, une survivante devenue guerrière. Et l'homme qui a prononcé cette phrase, il est mort, seul, oublié. Est-ce que j'ai gagné ? Non, parce que ce n'était pas un combat, c'était un sauvetage. Est-ce qu'Emeline a gagné ? Oui, mais pas contre Jérôme, contre la peur, contre le silence, contre la honte. Et c'est ça, la vraie victoire. Si vous m'écoutez ce soir, si mon histoire résonne en vous, si vous reconnaissez des signes dans votre propre vie, ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez, écoutez-moi bien. Il n'est jamais trop tard pour partir. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vie. L'emprise, ce n'est pas de l'amour. Le contrôle, ce n'est pas de la passion. L'isolement, ce n'est pas de la protection. Si quelqu'un vous fait sentir petite, si quelqu'un vous coupe de vos proches, si quelqu'un contrôle votre argent, vos sorties, vos choix, si quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité, ce n'est pas vous qui êtes folle, c'est lui qui est dangereux. Et vous méritez mieux. Vous méritez le respect, la dignité, l'amour, le vrai. Ne restez pas silencieuse. Parlez à une amie, à votre mère, à une association. Documentez, gardez des preuves, des messages, des photos. Préparez, en silence, intelligemment. Et quand le moment sera venu, partez, parce que la vie vous attend, de l'autre côté de la peur. Moi, Floriane Desmarais, j'ai 64 ans. J'ai été notaire pendant 35 ans. J'ai perdu mon mari trop tôt. J'ai élevé ma fille seule. Et quand cette fille est tombée dans les griffes d'un prédateur, je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai observé, j'ai documenté, j'ai préparé, j'ai agi. Et aujourd'hui, ma fille vit, ma petite fille grandit. Et moi, je peux fermer les yeux en paix, parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire, au bon moment, de la bonne façon. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux. Si elle inspire, ne serait-ce qu'une mère à ne pas abandonner. Si elle donne, ne serait-ce qu'une once d'espoir à quelqu'un qui souffre, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.